Bonjour à toutes et à tous, et puis merci d'être là, encore une fois, merci. Je voudrais juste passer un tout petit message aux jeunes, entre guillemets, mais c'est des jeunes. Hein. Donc, alors, il n'y a pas suffisamment de chaises pour l'instant, donc il est tout à fait possible de venir s'installer là si vous le souhaitez, ou de rester debout. Mais c'est vrai que pour le moment, je ne peux pas vous proposer autre chose. Mais l'année prochaine, il y aura plus de chaises, pas de problème. Voilà, et on pourra même venir avec un petit coussin. Que se dit Michel avec un petit coussin? Alors, par ailleurs, juste une petite information, mais qui est très importante, c'est que est prévu à cette table ronde, donc comme grand témoin, Jacques Bigot, le président de la communauté urbaine de Strasbourg, qui ne peut pas venir, cette fois non pas pour des raisons d'agenda, parce que tout simplement il est au fond du lit, il est malade. J'ai même demandé si je peux l'annoncer, ça, est-ce qu'on peut dire, voilà, l'homme politique est malade. Ben lui, il m'a dit si, il faut surtout le dire, parce que c'est la vérité. Et puis, désolé, donc je transmets ses excuses à tous. Il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Voilà. On peut commencer, Denis, si tu le souhaites. Merci, bonjour pour cette table ronde qui va être particulièrement pluridisciplinaire, étant donné la variété des intervenants, mais l'une des missions de la bioéthique, c'est justement d'aborder les problèmes sous un angle très pluridisciplinaire. Donc je crois que là, on en a une bonne illustration pour aborder un sujet qui, comme ça, à premier abord, a l'air très simple, a l'air très noir et blanc. Le corps humain, ni objet, ni marchandise, où effectivement, le corps humain, c'est le vivant, et le vivant s'oppose clairement à l'objet. Alors ça a l'air très très facile, c'était peut-être relativement facile encore il y a 50 ans, et encore plus facile il y a 100 ans, il y a 200 ans. Et aujourd'hui, puisque nous sommes dans le thème du corps fragmenté, morcelé, eh bien plus on fragmente, plus on morcelle, plus on divise, et plus ce sujet devient difficile. Alors, pour tenter de répondre à cette question, ou à ces questions, le groupe qui est autour de moi donc, vient de différents horizons. J'ai d'abord, alors mon ordre de feuille ne correspond pas à l'ordre des gens, donc ça fait rien. J'ai tout de suite à ma droite Madame Frédérique Dreyfus-Netter, qui est juriste, professeur de droit, conseiller à la Cour de cassation et membre du Comité consultatif national d'éthique, spécialiste du droit de la biomédecine, qui prendra quelques exemples concrets justement pour illustrer la situation juridique de ces morceaux, avec des gros guillemets qui sont mal placés, de corps. À côté d'elle, Madame Laura Bossy-Régnier, qui est médecin, neurobiologiste, qui est aussi historienne des sciences et du corps, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, notamment Une histoire naturelle de l'âme, et plus récemment Les frontières de la mort. Elle a travaillé aussi sur les problèmes d'état végétatif et autres. Derrière, à côté d'elle, le docteur Véronique Fournier, qui est médecin aussi, et dont l'une des particularités est d'avoir créé à l'hôpital Cochin à Paris le centre d'études cliniques, pardon, le centre d'éthique clinique, j'avais noté que je ne vais pas dire éthique, je ne vais pas dire études, donc je dis le centre d'éthique clinique, excusez-moi, qui est justement un centre d'aide à la décision éthique par rapport à des problèmes difficiles qui peuvent se poser au quotidien dans un hôpital. Je me tourne vers ma gauche, je pense qu'il n'est pas absolument nécessaire de présenter à Strasbourg le père Denis Le Dogard, aumônier de l'hôpital de Haute-Pierre, spécialiste de l'accompagnement des malades, notamment en fin de vie, et qui nous parlera, pas tellement de ça, mais qui nous parlera notamment des problèmes posés par le don d'organes. C'est aussi un des thèmes du corps morcelé, des problèmes par rapport à la marchandisation éventuelle. À côté de lui, Corinne Pelluchon est philosophe, professeure de philosophie à l'université de Poitiers, et parmi ses derniers livres, Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Et elle nous parlera d'une question qui est directement liée à la marchandisation, qui est à partir du moment où le corps, qu'il soit marchandable ou pas, peut-on disposer justement librement de son corps? Qui dispose du corps? Elle nous parlera un petit peu de ça. Est-ce que c'est l'individu ou est-ce que c'est la société? Enfin, à côté de lui, Philippe Pedro, qui est professeur... À côté d'elle, excusez-moi. Excusez-moi. Philippe Pedro, qui est professeur... Excusez-moi. Surtout, vraiment, il n'y avait aucun doute. Philippe Pedro, qui est professeur de droit privé, professeur de droit privé qui s'est intéressé au problème des limites, des seuils, les seuils de la vie, l'entrée dans la vie, la fin de la vie,
Et puis aussi, faut-il justement poser des limites, poser des seuils par rapport à ce type de questions. Alors, comme je vous l'ai dit au début, je vais demander d'abord à Laura Bossy-Régnier d'ouvrir un petit peu le débat sur ce problème qui, comme je le disais, avait l'air simple tant que nous n'avions que des sujets et que des objets. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, ça pose énormément de problèmes par rapport à leur statut. Alors, quelles sont les réflexions que vous avez par rapport à ces statuts? Est-ce que nous sommes justement aujourd'hui, dans la philosophie, dans l'éthique, dans le droit, suffisamment armés pour aborder ce type de questions? Si votre micro ne marche pas, il marche. Merci. Donc je vais, comme on me le demande, faire une sorte de petite introduction, mais dans laquelle je vais montrer que j'espère que ça n'a jamais vraiment été si simple que ça. En fait, nous sommes des héritiers de traditions de pensée très différentes, aussi selon un peu les métiers et les déformations professionnelles des différents spécialistes qui se sont intéressés à la personne, au corps vivant, à la nature vivante et à la chose. Les biologistes, depuis leur ancêtre, Aristote, ça fait quand même un certain temps, ont toujours été assez continuistes. Donc ils ont vu le monde créé autrefois dans une grande échelle des êtres, mais qui allait quand même de l'inanimé à l'animé, avec une animation progressive des âmes. Donc ça allait de la pierre à la plante, à l'animal, à l'homme. La plante ayant seulement une âme végétative, les animaux une âme sensitive et désirante, l'homme une âme pensante, et dans certains cas, on imaginait même qu'il y avait des êtres supérieurs à l'homme. Mais il y avait des degrés entre tout ça. Avec la recherche des chaînons manquants, on imaginait que le corail était une transition entre l'inanimé et l'animé, etc. Et la biologie moderne, disons darwinienne, est aussi extrêmement continuiste, parce qu'on imagine une transition entre l'inanimé et l'animé. On n'appelle pas ça comme ça, mais on appelle ça inorganique et l'organique. On n'a plus une image d'une échelle, mais on a une image d'un buisson qui se déploie dans le temps. Mais c'est continuiste. Par contre, le droit a une logique complètement différente, parce que le droit ne regarde pas le vivant. On n'a jamais regardé le corps. Et je crois que c'est ça aussi qui a fait sa grandeur civilisatrice, et je pense que les juristes vont en parler après, parce qu'ils ont séparé entre une personne qui est sujet de droit et une chose qui a une valeur qui lui est attribuée par la personne, qui peut être, donc qui est en général, dans notre culture, la chose est inséparable de la chose marchande. Donc il va falloir, comme on le verra sans doute, créer d'autres catégories. Donc il y avait une grande division entre la personne et la chose, et on le voit très bien, par exemple, dans le droit ne regarde pas le cadavre, le civiliste ne voit pas le mort, le corps quand il n'est pas constitué en personne. Il y a une grande pauvreté de la législation funéraire, par exemple, et il y a des contradictions, je stimule, je pense que les juristes ont. Et pour ce qui concerne la nature est inanimée, c'est un patrimoine, ce sont des ressources à gérer, c'est un capital, même dans les lois de protection de la nature, etc. Mais il y a des contradictions, par exemple, dans la loi de protection de la nature, on parle des animaux comme êtres sensibles, ce qui est curieux pour des choses qui sont des biens meubles. D'ailleurs, il y a aussi une grande contradiction, par exemple, dans notre législation qui concerne le statut du corps, du cadavre pour les dons d'organes, parce que là, on considère qu'il y a un consentement présumé au don, donc le cadavre est considéré d'une certaine manière comme un bien collectif, avec un consentement qui n'est pas un consentement, évidemment, et qui est contradictoire avec la législation qui, en général, attribue le reste humain, le cadavre humain, à la famille. Donc c'est très intéressant. Et le droit, manifestement, a été dans un grand embarras quand on a dû légiférer sur des pièces détachées, qui ne sont plus constituées en personne. Pour en venir, donc, et qui peuvent être dans des banques, donc qui sont considérées aussi d'une certaine manière comme des choses.
Mais évidemment, il y a une différence. Dans le droit anglo-saxon, il y a une tendance à considérer appliquer au morceau du corps le droit relatif à la propriété. D'ailleurs aussi un consentement explicite est demandé. Par contre, au droit français, je pense que les juristes en parleront beaucoup mieux que moi, le corps est le support, le substrat de la personne, et donc le corps est une chose, mais une chose un peu spéciale, une chose hors commerce. Mais c'est quand même une chose, parce qu'on parle d'éléments, de produits, etc., donc de choses qui relèvent d'un fait technique. Donc deux choses. Un dernier commentaire, la médecine a une tradition très ancienne aussi, assez mécaniste. Depuis Galien, on considère organe veut dire instrument. Et donc la médecine a tendance à considérer les parties du corps comme des pièces qu'on peut avantageusement remplacer lorsqu'elles sont défectueuses. La tradition catholique, je pense qu'on en parlera aussi, ne censure pas le corps comme le droit, mais parle par exemple d'un droit d'usage du corps, d'un usufruit. Donc on peut utiliser le corps, mais pas en abuser. Par exemple, on ne peut pas on est contre l'esclavage et le suicide, la prostitution, parce que c'est un abus du corps qui a une dignité qui est donnée, qui est liée à la liberté humaine, qui fait la dignité de la personne. Et la personne de la tradition chrétienne n'est pas la personne du droit qui vient de Cicéron, en fait, et de la tradition du théâtre, le masque qui indique le rôle du citoyen de la cité. Par contre, dans la tradition chrétienne, la personne, ça vient des hypostases divines, des faces des dieux, et elle s'applique à la personne humaine parce que, avec la doctrine de l'incarnation, l'homme est fait à l'image des dieux. Voilà. Donc, pour vous dire, ce sont des façons très différentes de voir le vivant, la personne et la chose, et je pense que ça peut... Merci pour cette introduction. Alors, je me tourne vers Corinne Péluchon, qui a travaillé aussi sur un certain nombre de philosophes un petit peu plus tardifs que les philosophes que vous venez de citer. Alors, quel est le regard des philosophes sur ces questions, sur la disposition du corps, et quel est votre regard de philosophe sur l'ensemble de ce dossier? Merci. Donc moi je vais commencer par présenter rapidement les positions de deux philosophes qui incarnent deux lignes d'interprétation sur le rapport du sujet à son corps. Et ma question c'est de savoir s'il appartient à la loi d'interdire les pratiques jugées indécentes ou bien s'il n'est légitime en démocratie de recourir à la force coercitive du droit que pour empêcher, pour encadrer les usages que nous faisons du corps d'autrui et quand ces usages créent un dommage aux autres. On verra la différence justement entre un dommage et une offense. Alors rapidement, pour Kant, je ne peux pas faire n'importe quoi de mon corps car il est le support de ma personnalité et ma personnalité n'est pas à ma mesure. J'ai des devoirs envers la personne en moi, dit Kant. Donc si je me sers de mon corps comme d'un moyen pour une fin, y compris si cette fin est mon propre plaisir, je dégrade, dit-il, l'humanité en moi. Et pour Kant, ce que je suis prêt à faire sur mon corps, eh bien, ce manque de respect dont je fais preuve parfois à l'égard de la personne en moi, je serai prêt à le faire sur le corps de l'autre. Alors cette position pose trois problèmes majeurs. Elle conduit premièrement à criminaliser les crimes sans victime, comme dirait Ruven-Eugien, c'est-à-dire criminaliser l'indécence, mais aussi l'onanisme, l'homosexualité, qui pendant longtemps a été punie. Deuxième problème, cette position criminalise des actes qui ne font mal à personne, c'est-à-dire qu'elle conduit à mettre sur le même plan la morale et le droit. Elle criminalise des actes qui peuvent qui peuvent choquer, mais qui ne créent aucun dommage à autrui. Il y a une différence entre un dommage et une offense. Et par exemple, on peut trouver que la gloutonnerie, la paresse, l'alcoolisme, la prostitution, exemple 2000, sont des actions indécentes, des comportements moralement répréhensibles, mais il n'est pas sûr qu'il soit pour autant légitime de les interdire. Et John Stuart Mill, dans le XIXe siècle, dans La Liberté, dira que nous avons droit aux vices privés, prenant comme exemple la paresse, la gloutonnerie et autre chose, quand ces vices privés ne créent aucun dommage à autrui, car la seule raison pour laquelle, dans l'État, nous avons recours à la force coercitive de la loi, du droit, c'est pour empêcher quelqu'un de faire du mal à un autre. Mais l'État, il n'appartient pas à l'État de dire aux hommes comment vivre, et ni de les empêcher de se faire du mal. S'agissant de la prostitution, dont il est question dans le livre de Mill, il dit « elle ne serait pas interdite si elle est choisie et s'il n'y a pas de proxénète ». Donc le critère d'une action légitime est accepté sur le plan légal et qu'elle soit consentie et qu'il s'agisse d'un adulte. Alors évidemment, pour la prostitution, il s'agira de savoir si elle est réellement choisie. On en reparlera.
Le troisième problème que soulève la position kantienne, et c'est un problème qui la difficulté, la faiblesse peut-être de Kant, c'est qu'il met sur le même plan les devoirs envers soi-même et les devoirs envers autrui. Cette position le conduira à assimiler le suicide à un homicide. Et Kant dira même que celui qui est capable de se tuer serait capable de tuer quelqu'un, ce qui n'est pas sûr. De même, on n'a pas vu un meurtrier avoir toujours envie de se tuer. Donc Kant criminalise le suicide, passe peut-être à côté de la violence propre au meurtre, qui n'est pas seulement une domination, qui est la volonté d'anéantir l'altérité de l'autre, de faire que ce qu'il est, son humanité, soit mis. La deuxième position, contraire, est celle de Locke, qui fait du corps ma propriété. Cette idée, elle est liée à la souveraineté du sujet dans un contexte qui est celui de l'éclosion des droits de l'homme, on dira, du libéralisme politique, c'est-à-dire de l'idée qu'aucun État, aucun pouvoir ne doit priver l'homme de certains biens inaliénables, dont justement la souveraineté qu'il a sur son corps. Personne ne saurait appartenir à personne, pas l'esclavage, mais même un enfant n'appartient pas à ses parents, puisque ces derniers sont là pour l'amener à être autonome. Et du coup, l'État ne s'immisce pas dans les chambres à coucher, ni dans l'éducation, le rapport homme-femme. La propriété reste un droit, elle concerne les biens de l'individu, mais aussi tout ce que j'ajoute par mon travail et mon corps à la nature. Alors certes, Locke, qui est quelqu'un d'assez distingué, distingue la licence de la liberté, et chez lui il y a les lois de la nature, la conservation de l'espèce et la conservation de soi, ce qui veut dire que par exemple mon avidité va être contenue dans certaines bornes, puisque je ne peux pas utiliser les ressources de la terre et priver en quantité, l'accès en quantité, en qualité de ces ressources des autres hommes, et par rapport évidemment à la loi de nature m'enjoignant de me conserver moi-même, je ne peux pas donc me tuer, me faire trop de mal, et vaut même mieux procréer. Bon. Alors, mais dans cette ligne d'interprétation, mon corps m'appartient, et les successeurs de Locke, dont Mill, mais aussi les libertariens, ajouteront que justement je peux faire de mon corps ce que je veux et en tirer des bénéfices. Ils mettront de côté le fait qu'il y a les lois de la nature qui sont des normes prépolitiques et qui viennent de la révélation chez Locke. Donc, et alors Mill, comme je l'ai dit, est contre la pénalisation de la prostitution. Il ne trouvait pas cela formidable. Mill était quelqu'un, un utilitariste perfectionniste qui avait une haute idée de la valeur de la vie. Il disait « mieux vaut être un Socrate insatisfait qu'un fou satisfait ». Mais il était conséquentialiste, et j'ajouterais même qu'il était peut-être plus conséquent que les abolitionnistes. En effet, si l'on réfléchit aux effets de la pénalisation de la prostitution dans un pays comme la France, où les prostituées sont devenues des délinquantes et où on poursuit le client, on voit bien que les conséquences sont assez désastreuses. Non seulement la prostitution ne s'arrête pas, mais de plus les prostituées vont au bois de Boulogne, se font tabasser, font une passe pour 20 €, et l'État qui confond la morale et le droit ne veut pas jouer son rôle consistant à encadrer des pratiques sensibles, si bien qu'il y a tout un tas de prostituées qui sont abandonnées, et pendant ce temps, les bourgeoises et certaines féministes disent qu'elles font avancer la marche de l'histoire. Alors, en résumé, donc, il faut distinguer la morale et le droit, les dommages des offenses, les devoirs envers les autres, des comportements où l'on peut se faire du mal, se blesser, mais où personne d'autre ne subit de préjudice. Maintenant, ce sera ma deuxième partie. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si certains usages de mon corps, puis du corps d'autrui, n'ont pas des conséquences négatives sur la manière que nous avons de vivre ensemble. On n'est plus ici dans la déontologie, dans des principes un peu figés, à la lumière desquels on évaluerait la légitimité de certaines pratiques, mais on adopte une démarche conséquentialiste, même pragmatiste, où sans a priori, on cherche à examiner les conséquences sur la vie sociale de certains comportements. Par exemple, on peut se demander si certaines pratiques n'introduisent pas des valeurs marchandes dans des domaines qui sont régis par d'autres normes, et je vais prendre 4 exemples. Le premier, le fait de payer, comme par exemple aux États-Unis, dans un endroit situé entre MIT et Harvard, pour avoir des gamètes de génie et de beauté, pour faire des enfants qui soient ni trop moches ni trop bêtes. Bon. Eh bien, et où le fait, si c'était possible, d'utiliser des manipulations génétiques pour augmenter les performances de sa progéniture, n'est-ce pas introduire des valeurs d'ultra-maîtrise et de compétitivité dans un domaine, la famille, régi par d'autres valeurs? N'est-ce pas contraire au sens de la parentalité définie par l'ouverture à ce qu'on n'attendait pas? Un tel raisonnement me semble beaucoup plus juste que si, par exemple, on dit qu'il faut interdire l'accès au PMA aux couples homosexuels en disant que l'enfant qui aura 2 pères et 2 mères sera plus névrosé que celui qui a un père et une mère qui sont donc différents au niveau du genre, mais qui sont parfois défaillants. Alors le fait d'être capable d'élever un enfant n'a pas grand-chose à voir avec la sexualité. Je ne dis pas que l'accès au PMA pour les homosexuels n'aura aucun impact,
Mais enfin, la parentalité comme capacité à transmettre et comme ouverture à ce qu'on n'attendait pas n'est pas incompatible avec l'homosexualité. Au contraire, il y a une tension entre l'amour parental et le fait de programmer le plus possible. En tout cas, entre ce que veut dire la famille, l'ouverture à ce qu'on n'attendait pas et le fait de programmer. Deuxième exemple. Quand on a recours à une mère porteuse, est-ce que là, cela conduit à exploiter le corps d'une femme, à faire en sorte qu'il y ait une marchandisation du corps? Alors pour poser cette question difficile, il faut oser poser une autre question. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on vend ou qu'on prête ses fonctions gestationnelles, ce serait plus problématique moralement que si l'on vend ou prête sa force de travail? Question difficile. Car y a-t-il une meilleure réponse simple à cette question? Après tout, celles qu'ils font pour l'argent, on dira, sont en un sens contraintes, mais il y a plein de travaux très difficiles, encore plus que celui de porter l'enfant d'une autre. Et donc, que penser de ceux qui travaillent dans des conditions misérables, qui crèvent à 40 ans après une vie de travaux forcés, ou qui acceptent de travailler pour des groupes qui saccagent les ressources de la terre? Enfin, on peut ne pas le comprendre, mais si une femme acceptait de porter gratuitement pour une autre l'enfant de cette autre, laquelle, privée d'utérus, pourrait concevoir mais non porter un enfant, où serait le mal? La loi ne nous oblige pas à être de bons samaritains, mais la loi doit-elle nous l'empêcher? Troisième exemple, si une femme offre ses services sexuels contre de l'argent, est-ce moralement condamnable? Si c'est son choix, car cela existe, on peut aussi ne pas le comprendre, mais cela existe. Pourquoi la société prive-t-elle ces femmes de reconnaissance? Pourquoi leur prive-t-elle l'assistance? Puisqu'en Belgique, en Hollande, les prostituées sont suivies médicalement et protégées. Alors je ne nie pas que manger avec quelqu'un et coucher avec quelqu'un, ce soit différent. Coucher avec quelqu'un pour de l'argent, c'est se forcer, c'est être forcé par la précarité, l'habitude de faire des gestes sans y mettre son âme, son cœur blesse. Mais je ne pense pas que cela a à voir quelque chose avec la marchandisation. Il me semble que l'expression de marchandisation nous enferme dans une problématique qui nous masque ce qu'il y a de difficile dans la condition des prostituées. Au contraire, au lieu de condamner moralement, on est conduit, quand on réfléchit philosophiquement à la prostitution, à réfléchir à ce qu'est le corps. Le corps, ça a été dit hier, n'est pas un objet, le corps est habité, il est animé. Ce n'est pas un ensemble de rouages, de membres, on disait en allemand Körper, mais on dit Leib, chair. Ce corps animé est celui de quelqu'un qui a un visage, qui a une histoire. Certaines parties du corps expriment en outre notre vulnérabilité, parce que nous sommes ouverts à l'autre, biologiquement non suffisants, psychiquement incomplets et fondamentalement susceptibles d'être blessés. User de son corps pour se faire mal, vendre une partie de son corps en se disant qu'on n'y est pas, qu'on fait cela juste pour l'argent, c'est s'exposer à la violence. À la violence qu'on porte en soi, parce qu'on ne s'aime pas, qu'on n'a pas été assez aimé, mais à la violence des autres, des clients qui s'autorisent sur les prostituées ce qu'ils n'autorisent pas à faire avec leurs compagnes ou leurs femmes. Ce qui est problématique de la prostitution est essentiellement violent, c'est surtout que certains clients se disent qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec la prostituée, car elle est pour eux une femme de second rang. Ainsi, la violence qui est faite aux prostituées vient de la manière dont on considère les prostituées comme des femmes de second rang, c'est-à-dire comme encore moins que des femmes. Cette violence n'est pas d'abord ni essentiellement celle des clients, elle ne vient pas essentiellement du fait qu'il y ait de l'argent, elle vient de l'absence totale de considération qu'ont la société, les politiques pour celles qui font ce métier. Donc la pénalisation de la prostitution est une violence. Je ne dis pas que la prostitution soit un métier comme les autres, je dis que le rôle de l'État est de protéger, non de discriminer, et d'encadrer les pratiques qui comportent des risques d'atteinte à la personne, de déshumanisation, de négation de l'humanité de la personne. Donc c'est ça justement la violence. Mais pénaliser la prostitution et avoir recours à la force symbolique de la loi pour condamner la prostitution à la fois moralement et pénalement, c'est peut-être encourager cette violence. Donc, en conclusion, il faut reconnaître, à mon avis, les prostituées, défendre leurs droits, aider celles qui veulent s'en sortir et lutter contre le proxénétisme et les réseaux clandestins, mais non, s'imaginer qu'on va abolir la prostitution, qu'il faut le dire, joue un rôle et peut aider certaines personnes. Enfin, je voudrais, pour conclure, faire un hors-sujet, qui n'est pas tout à fait hors-sujet. On a parlé du corps, ni à objet ni marchandise, donc nous parlons du corps humain. Mais nous avons en commun avec les animaux non seulement cette animalisches Wesen, cette animalité, mais aussi cette corporéité, qui est plus que le fait d'avoir un corps, qui est le renvoi à l'Allah, c'est-à-dire au corps sentant, à la susceptibilité, au plaisir, à la douleur, au vieillissement, au coup. Or, que faisons-nous des animaux qui ne sont certes pas nos frères, nos semblables, auxquels le tu ne tueras point s'appliquerait, mais qui ont, comme disait Montaigne, un certain cousinage avec tout? Eh bien, nous les faisons naître et nous les produisons en série par insémination, nous les maintenons dans la torture, dans des conditions, disait le beau Jacques Derrida, qui auraient fait honte à nos ancêtres, et nous les abattons devant les yeux de leurs congénères, le petit devant les yeux de sa mère, transgressant les règles religieuses dont Maïmonide parle dans le Guide des perplexes. Et beaucoup trouvent cela normal. Il
s'indigne qu'il y ait des prostituées dans le pays des droits de l'homme, mais il mange du foie gras, que d'aucuns célèbrent comme la fierté de la France, et je vous épargnerai la manière dont on fait le foie gras, hein, qui est absolument terrible. Donc je finirai en disant que justement, moi je suis tout à fait étonnée que ceux et celles qui défilent contre le mariage gay, qui parlent d'abolir la prostitution, ne soient pas plus concernés par nos usages des autres vivants, c'est-à-dire parce que faisant sur le corps des bêtes, nous nous faisons à nous-mêmes, car cet usage des bêtes en dit long sur nous, et cette violence à leur égard nous sautera un jour au visage. Merci. Nous avons abordé dans votre synthèse, nous avons abordé le corps dans son ensemble, le corps entier, si je puis dire. Nous allons revenir au corps fractionné. Et j'aimerais demander à Frédéric Dreyfus-Netter de nous rappeler quelques points de la réflexion juridique et de l'organisation juridique et des statuts par rapport à ces produits issus du corps, tirés du corps. Et je crois que vous souhaitez parler notamment du problème des cellules souches, mais aussi du problème de l'utilisation, de la conservation de ces produits qui posent aussi d'autres types de problèmes dans le domaine, j'allais dire, économique. Merci. Voilà, alors moi je suis juriste, personne n'est parfait, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas philosophe, donc je ne vous parlerai pas de biologie, je ne vous parlerai pas de philosophie, et surtout pas de foie gras à Strasbourg, je ne me permettrai pas. Alors pour les juristes, le point de vue est un petit peu différent. Ce qui peut apparaître à certains comme des contradictions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, madame, c'est que le droit n'est certainement pas là pour dire ce qui est. Il n'est pas de l'ordre de la nature des choses, de l'ontologie. Il est là pour dire comment on doit se comporter, pour fixer des règles de vie. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre du juriste de dire ce qu'est le corps, de même qu'on ne peut pas lui demander de dire ce qu'est un embryon. Alors, en revanche, le corps humain, en principe, du vivant de la personne, fait partie de la personne. Donc le droit du corps n'est pas vraiment séparable du droit de la personne. Et comme la personne est soumise au principe de liberté individuelle, qui est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, en principe, on a le droit de disposer de soi en entier, avec son corps. Et la prostitution en elle-même n'est pas pénalement réprimée, c'est seulement le racolage ou le proxénétisme, mais on est libre de se prostituer et on est même libre de se supprimer, le suicide n'étant pas non plus interdit par la loi. Alors, le problème qui se pose, en revanche, il s'est posé assez récemment, c'est la question des éléments et produits du corps humain, c'est-à-dire du corps en pièces détachées. Problème qui a toujours un petit peu existé, puisqu'il y a toujours eu des nourrices qui fournissaient le lait pour les enfants des autres, mais qui s'est vraiment posé de façon importante lorsqu'on a décidé de légiférer en 1994 avec les premières lois relatives à la bioéthique. Alors, ces lois ont introduit un certain nombre d'articles dans le Code civil qui dérivent tous du principe cardinal qui est le principe du respect de la dignité de la personne humaine. Et il y a un certain nombre de ces principes qui s'appliquent au corps. Alors au début, le titre de cette table ronde, ça devait être l'indisponibilité du corps humain. Alors moi j'ai tout de suite réagi et j'ai dit à M. Bousingen, mais il n'y a pas de principe d'indisponibilité du corps humain. Effectivement, on ne trouvera nulle part dans le Code civil de principe d'indisponibilité du corps humain, puisque même le droit organise une certaine disposition du corps pour autrui, par exemple les dons d'organes ou les dons de gamètes, c'est bien le fait de disposer du corps d'une personne qui est en parfaite santé au bénéfice d'une autre personne qui est malade ou qui tout simplement est infertile et a un désir d'enfant. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un principe d'indisponibilité des éléments et produits du corps humain. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un principe de gratuité ou de non-commercialité. Alors, il a certainement des racines historiques, philosophiques, mais il a surtout des racines pragmatiques. C'est qu'au départ, c'est le don du sang qui a été organisé comme ça, sur le principe de la gratuité et de l'anonymat. Ça fonctionnait plutôt bien. Et donc, on a copié ce modèle pour l'ensemble des éléments et produits du corps humain, avec les organes,
les gamètes, c'est-à-dire les dons de sperme et d'ovocytes. Alors là, ça marche un petit peu moins bien parce que le principe, qui est le principe d'anonymat, est aujourd'hui en question. Enfin, globalement, on peut quand même dire qu'en France, il n'y a pas de trafic d'organes, il y a une certaine solidarité nationale. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Alors, on a inscrit ces principes dans le Code civil, puisque vous êtes venus pour entendre du droit, je vais vous les lire, parce que le Code civil, c'est quand même la base. Alors, il y a l'article 16-1, chacun a droit au respect de son corps, le corps humain est inviolable, ça c'est le corps en entier, et puis la suite, c'est les éléments. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Alors ce principe est complété par l'article 16-5. Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. Et par l'article 16-6, aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. Donc voilà le système qui, j'ai dit qu'il fonctionnait bien, il n'est toutefois pas totalement dépourvu d'ambiguïté, parce qu'on a assez souvent fait ressortir que la personne, que j'appelle la personne source, celle qui donne ces éléments et produits, ne doit percevoir aucune rémunération, mais ensuite, une fois que le produit est détaché du corps, il est source d'abord, il est transformé sur le plan biologique pour pouvoir être utilisé. Et donc les organismes qui procèdent à cette transformation, ils ont droit à une juste rémunération de leur travail. Et puis après, il peut être incorporé à des produits ou des médicaments qui, eux, sont véritablement source de profit. Donc on a souvent fait remarquer qu'il y avait quand même une ambivalence, parce que la personne source, elle ne perçoit absolument rien. Et puis ensuite, vous allez avoir des actionnaires de grands laboratoires qui vont faire fortune à partir des éléments et produits du corps humain. Mais enfin, je ne vais pas insister là-dessus, parce que ça, c'est une problématique. Je serais venue il y a 10 ans ou il y a 15 ans, je vous aurais déjà raconté la même chose. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui est nouveau? Alors, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'à mon avis, le problème a pris une nouvelle dimension à cause de ce qu'on a découvert sur les cellules souches. Alors, les cellules souches, j'ai dit que je ne ferais pas de biologie, puis là, il y a quelques grands biologistes en face de moi du CCNE. Je ne ferai pas de biologie, mais il faut quand même que je dise ce que c'est les cellules souches. Donc, ce sont des cellules à partir desquelles on peut produire d'autres cellules. On me dira si je me trompe. Et il y a deux cas de figure qui ont posé problème aux juristes ces derniers temps. D'abord, il y a les cellules souches embryonnaires. Et puis ensuite, je vous parlerai des cellules souches qui sont dans le sang du cordon ombilical et dans le placenta. Alors pourquoi ça a intéressé les juristes? Parce qu'on s'est aperçu qu'avec ces cellules, on pouvait faire des choses fantastiques. Avec les cellules souches embryonnaires, parce que ces cellules souches sont dites pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se transformer, et ça, on sait faire. Elles sont capables de se transformer en cellules de peau, en cellules cérébrales, en cellules, je sais pas, ça me vient pas à l'esprit, en cellules de foie. Et donc, les chercheurs, c'est encore au stade de la recherche, mais les chercheurs imaginent qu'un jour, on va pouvoir soigner les gens en reconstituant des organismes malades à l'aide de cellules qui auront été produites à partir d'embryons. Alors évidemment, ça pose des problèmes éthiques, parce que où va-t-on prendre ces embryons à partir desquels on va prélever les cellules souches? Alors en France, on vient récemment de changer de système, mais ce changement est purement formel. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a dit que la recherche sur les cellules souches embryonnaires était interdite, sauf dans certains cas dérogatoires. Et puis symboliquement, en 2011, on a renversé la vapeur, sans rien changer d'ailleurs sur le fond. On a juste changé le texte relatif aux cellules souches embryonnaires, et on a dit maintenant, la recherche est autorisée, mais il faut qu'elle respecte des conditions strictes qui sont exactement les mêmes qu'avant. Alors c'est symbolique, mais il reste qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut utiliser que certains embryons, et notamment les embryons qu'on appelle surnuméraires, c'est-à-dire ceux qui ont été constitués par des couples qui voulaient faire des fécondations in vitro et qui ont fini leur projet parental, qui n'ont plus besoin d'enfants. Alors récemment, il y a un arrêt très important de la Cour de justice
de l'Union européenne. Celle-là, elle n'est pas à Strasbourg, pas la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une cour qui est plutôt centrée sur les problèmes économiques. Et justement, il y a un arrêt de cette cour qui a dû interpréter un article d'une directive du Parlement européen de 1998. Cette directive exclut de la brevetabilité les utilisations d'embryons humains. C'est-à-dire que quand un chercheur, ça veut dire concrètement que si un chercheur veut prendre un brevet et que ce brevet porte sur des embryons humains, c'est impossible. C'est impossible sur le plan européen, et puis c'est impossible aussi en droit français parce qu'on a transposé cette directive. Il y a la même disposition en droit français. Alors récemment, la CJUE a dit que cette disposition s'appliquait également aux inventions qui impliqueraient des cellules souches embryonnaires obtenues par destruction d'embryons humains. Alors ça c'est très important parce qu'on a dit que c'était un verrou qui était mis à la recherche, que c'était une décision qui freinait la recherche. Et là on voit très bien la volonté de la Cour de justice de l'Union européenne de freiner tout ce qui peut ressembler à de la commercialisation. Parce qu'il faut bien voir que si on fait des recherches et qu'on est interdit de brevet, c'est un frein pour la recherche. Alors deuxième illustration, cette fois-ci ce sont les cellules souches qui sont contenues dans le cordon ombilical et le placenta. Alors c'est soit dans le sang, soit dans les tissus, je ne connais pas exactement la différence. Alors, pendant très longtemps, on utilisait le placenta sans même prévenir les femmes, parce qu'on considérait que c'était un déchet opératoire, donc après l'accouchement, c'était quelque chose qu'on jetait, seulement ce n'était pas perdu pour tout le monde, et il y avait une récupération de ces tissus du placenta qui ensuite pouvait servir à fabriquer certains produits. En 2004, le législateur a trouvé qu'il fallait faire quelque chose et il a prévu qu'on ne pouvait pas récupérer ces tissus sans informer les femmes et sans prévoir pour elles une faculté d'opposition, c'est-à-dire qu'elles pouvaient s'opposer. Et puis, on s'est aperçu à ce moment-là que la France était très en retard dans la collecte de ce sang de cordon qui est extrêmement précieux pour faire des greffes de cellules souches. En France, on fait principalement des greffes à partir de la moelle osseuse, et vous savez que c'est quand même assez compliqué d'être donneur de moelle osseuse, ça peut même comporter des risques pour la santé. Pardon, il faut que j'avance. Ok. Donc, en 2011, le législateur a décidé que le don de cellules souches du cordon serait soumis au même régime que les autres éléments et produits du corps humain. C'est-à-dire un système de dons anonyme et gratuit. Et donc, il y a également là une avancée juridique très importante, c'est que le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur la question des cellules souches de... Oh, merci. Il a estimé, du coup je suis troublée, il a estimé que le législateur avait pu interdire à des banques privées de s'installer sur notre territoire. Et donc c'était un petit peu vers là que je voulais conclure et que je voulais terminer, c'est qu'aujourd'hui, je me demande si la commercialisation ne va pas ressurgir, non pas là où on l'a attendu depuis quelques années, c'est-à-dire dans les dons d'éléments et de produits du corps humain, mais dans le fait que maintenant les gens veulent conserver pour eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent conserver? Il y a une demande de conservation, les femmes veulent conserver le sang du cordon des nouveau-nés en se disant que peut-être un jour ça pourra leur servir, ce qui est actuellement totalement interdit en France. Et puis il y a une deuxième demande, je terminerai par cet exemple-là, il s'agit des ovocytes, dont vous allez sûrement entendre parler à nouveau au cours de ces séminaires, de ce forum. C'est qu'il y a également une demande, alors je ne sais pas si elle vient des femmes ou des gynécologues, pas exactement, qui est que chaque femme pourrait conserver ses ovocytes pour pouvoir procréer le jour où elle a fini sa carrière,
et sans avoir éventuellement rencontré l'homme de sa vie. Alors, je conclurai donc là. Je me demande si on ne va pas aller vers un système à 2 vitesses. Le système traditionnel, le don d'éléments et produits du corps humain, qui va rester sous le contrôle du Conseil constitutionnel, de la Cour de justice de l'Union européenne, absolument gratuit. Et puis une conservation pour soi-même qui sera fondée sur la liberté individuelle. Et là, je ne vois pas comment on pourra éviter que ces éléments et produits retombent dans un marché. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette... Merci beaucoup pour cet aperçu extrêmement complet et sur ces perspectives dont certaines sont effectivement inquiétantes. Je vais me tourner maintenant vers deux acteurs de terrain. Alors dans un premier temps, le père Denis Ledogard, j'aimerais qu'il nous parle un petit peu du concept de don, et puis peut-être qu'il réponde aussi, qu'il revienne aussi sur cette idée de liberté, de disposition de soi, etc. Donc je vous donne la parole, sachant que vous souhaitez faire un exposé aussi basé sur votre expérience de terrain et concrète. Merci. Alors, je ne sais pas bien si je parle en mon nom, c'est-à-dire Denis Ledogard, prêtre, avec son expérience, ou si vous me demandez la parole de l'Église. Alors, si c'est la parole de l'Église que vous cherchez, je veux dire, tout est non, on n'a pas besoin de perdre notre temps. Donc, je revendique un petit peu ma propre expérience. Alors, elle est limitée. Je n'ai pas l'expérience des problèmes qu'on se pose aujourd'hui. Mon expérience est un peu antérieure. Mais je voudrais quand même, dans un premier temps, refaire un peu l'historique. Pour l'Église, pratiquement pour toutes les religions, ce qui est très important, c'est qu'il y a une forme de sacralité du corps. Alors, les catholiques encore plus que les autres composantes religieuses. L'Église catholique, quand elle réfléchit à la notion du corps, elle fait quoi? Elle prend le sermon d'Hippocrate et elle va sacraliser le corps. Et quand on sacralise le corps, ça veut dire qu'il faut absolument veiller à la notion d'intégrité du corps. Ce qui vous explique que pour l'Église, pendant des siècles, en aucun cas, je ne pouvais m'auto-mutiler, je pouvais me suicider, je ne pouvais pas donner quelque chose de moi qui m'appartenait et à l'autre. Alors, un peu la tradition disait un petit peu, il faut se présenter devant Dieu le jour de sa mort, comme on est arrivé, en montrant son petit bout de nez. Alors, lorsqu'on regarde quand même l'évolution rapidement, vous savez très bien que l'Église était donc opposée aux dissections, qu'il faut attendre la fin de pratiquement la Renaissance pour qu'on accepte les dissections. Il n'était bien sûr pas question d'autopsie, il y a toujours eu un peu quand même des exceptions, il y a certains rois de France qui ont été autopsiés. Et quand on parle, vous voyez, de la notion d'intégrité du corps, si vous allez dans certaines églises, vous allez trouver l'osselet de Saint-Antoine, le morceau du crâne, le sang de Saint-Janvier, etc. Donc il y a quand même toujours eu des dérives. Non pas des dérives, parce que, je vais en parler d'ici quelques instants, parce que pour l'Église, la notion du corps prend une autre dimension encore. Mais d'ici quelques instants, j'en parlerai. On est toujours un peu l'historique. Je prends un grand tournant, c'est 1622. François de Sales, le bon évêque d'Annecy, il lègue son corps à la science. Alors ça, c'est la catastrophe. Comment un saint homme peut-il léguer son corps à la science? Là, il n'y a plus de respect de l'intégrité du corps. Il faut attendre. Il faut quand même rendre hommage à l'Église, et ce qui est vrai est vrai. Il faut quand même dire qu'en 1956, les textes de Pie XII sont très clairs là-dessus. On parle à l'époque, ce n'est pas les problèmes d'aujourd'hui, mais c'est la question des greffes, des dons d'organes. Pie XII dit en substance, il y a Pierre, il y a Paul. Pierre peut sauver Paul, à condition de ne pas s'automutiler. On est dans la réflexion classique. Donc, si Pierre veut sauver Paul, s'il a 2 reins, il peut vivre avec un rein, donc il peut donner un rein. Donc, ça ne posait aucun problème. La question va se compliquer, mais si je veux donner un foie, si je veux donner un cœur, eh bien, la réponse est simple. Il faut que le Pierre soit décédé pour qu'on puisse prélever un organe et sauver Paul. Vous voyez, c'est l'idée de... Là, on contrecarre un peu la notion d'intégrité, mais le but est de sauver quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très important, intéressant déjà. En 1956, on dit quand même que les équipes qui doivent faire des prélèvements et des transplantations, je cite le texte, doivent être des équipes chevronnées.
Il ne s'agit pas que n'importe qui, dans sa petite clinique ou dans son petit hôpital, se lance dans de la transplantation. Il faut quand même que ce soit des équipes où il y a une reconnaissance et un savoir-faire. Et pour veiller à la notion de l'intégrité pour l'Église, l'Église dit, je résume, que chaque être humain est le temple de l'Esprit Saint. Au moment de la mort, il faut honorer ce corps. Et il faut l'honorer comment? En permettant un rite funéraire. En tout cas, en restituant le corps à la famille, non pas fermé avec des cordelettes qu'on peut utiliser en anatomie ou en autopsie, mais bien le fermer chirurgicalement pour rendre la dignité à ce corps. Là, l'Église a vu juste, puisque j'ai connu un peu la pratique des premières greffes d'organes à Strasbourg, on refermait le corps très vite. Je dois dire que ces dernières années, avec l'exigence de la coordination de transplantation et le regard de l'extérieur, on rend à la famille un corps joliment refermé à la manière chirurgicale. Vous voyez donc que pour l'Église, petit à petit, elle va s'ouvrir. Je pense aussi qu'elle va s'ouvrir petit à petit à d'autres notions. On en a parlé un petit peu par rapport aux cellules souches, etc. L'Église est prudente. Ce n'est pas toujours un tort d'être prudent. Il faut observer, il faut voir. On a nos théologiens, je ne suis pas théologien, je revendique, je suis l'homme du terrain. Je laisserai le soin aux théologiens de travailler cette question. Je suis de temps en temps interrogé. Le jour où le théoricien ne se laisse plus éclairer par la praxis, c'est là où nous risquons un peu peut-être de ne pas prendre la bonne direction. Là, c'est un premier point. Alors, je veux quand même dire quelques notions sur la notion de liberté, puisqu'on me l'a demandé. Pour le chrétien, la liberté est limitée par la mort. Donc, de toute façon, ma liberté, elle est limitée par quelque chose. Alors, cette liberté n'est jamais acquise. Toute ma vie, je dis bien la position de l'Église, je partage relativement sur ce point, toute ma vie, je vais me battre pour que le bien ait toujours le dernier mot et que le bien, finalement, réussisse à vaincre un jour le mal. Donc ça, c'est la notion de liberté fondamentale. Alors, là, et on a déjà entendu, l'homme étant une créature de Dieu, et selon le texte de la Genèse, je suis fait à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que pour le chrétien, je ne m'appartiens pas tout à fait entièrement. Ça veut dire que je suis à la limite, je dirais, un instrument, je ne risquerai pas de dire juste au service de Dieu, parce que là c'est du déterminisme, mais je suis un instrument à travers lequel Dieu va travailler ou va faire une œuvre. Donc là, il y a des différences, bien sûr, et vous l'avez compris, avec les humanistes. Les humanistes, c'est simple, la finalité, c'est l'homme. Le principe, c'est la liberté. Et la raison va être le moteur qui me permet de réfléchir à tout ça. Donc, il n'y a pas l'existence d'un être suprême. Donc, je fais ce que je veux, quand je veux. Je ne rends de compte à personne. Vous voyez que là, par rapport aux chrétiens, il y a une différence. Donc, ça, c'est une chose importante. Bien sûr que dans la notion du corps dans l'Église, elle a évolué. Le corps étant voué à la pourriture, le corps étant le lieu du péché. Alors, que n'a-t-on pas dit sur la sexualité? Elle est mauvaise, etc. Donc, souvenez-vous, il ne fallait pas trop se laver. Il y avait la notion du péché, de l'orgueil et de la vanité, mesdames, quand on entretenait son corps, et messieurs aussi. C'est quand même des notions qui ont évolué parce qu'aujourd'hui, on est plus dans la notion du respect du corps. Pourquoi? Parce que pour l'Église, le corps est formé de deux entités et elle a puisé au niveau de la philosophie grecque. Le corps, il y a à la fois l'âme et il y a à la fois l'esprit. Donc pour l'Église, le corps étant en même temps le siège de l'âme, qui est le principe de la vie, et le siège de l'esprit, qui est le principe de l'intelligence, on a quand même considéré qu'il faut honorer le corps. Parce que si on ne l'honore pas, petit à petit, il va faire obstacle à ce que l'âme, l'esprit, l'intelligence se développent. Et puis depuis les réformes du Concile Vatican II, on en est revenu à une lecture beaucoup plus primitive des textes, donc une version complètement biblique, où aujourd'hui, le corps est considéré comme quelque chose qui me permet d'exister à l'autre, d'aimer, de penser, d'avoir une relation à autrui. Donc on est aujourd'hui dans la définition du corps par rapport à la relation. Je terminerai avec deux petits mots pour dire un mot sur les dons d'organes. Le dernier texte pour les évêques de France, il date, il est toujours applicable aujourd'hui, c'est un texte de 93, je résume, c'est que chacun, en son âme et conscience, doit décider.
Il faut éclairer sa conscience. L'Église invite le chrétien à faire don de son corps à une condition, que ça reste, et là elle est formelle, hors commerce. D'ailleurs, don rétribué, c'est une dichotomie qui... On ne peut pas donner et en recevoir de l'argent. Donc là, elle est très claire là-dessus. Elle laisse le choix à chacun. Elle invite au don d'organes, je répète, elle laisse le soin à chacun. Elle dit une chose, dites oui, dites non, mais de grâce, dites quelque chose. Participant souvent à des décisions lorsqu'il y a quelqu'un qui arrive en état de mort encéphalique et qu'il faut dialoguer avec la famille. Alors on connaît le droit, qui ne dit mot consent, on connaît le droit si vous ne vous êtes pas inscrit dans le registre des refus, mais quand vous avez, je suis désolé, devant vous une famille où il n'y a pas une inscription de le refus des registres nationaux, une maman qui vous dit « Ah non, vous ne charcutez pas mon fils, vous ne prenez pas les organes de mon fils, je suis désolé, on ne peut pas tirer le droit, dire on applique le droit, point la ligne. » Donc je revendique cette forme d'humanisme dans les relations, dans les décisions, et je laisserai peut-être ma finale à quelqu'un qui m'a toujours beaucoup inspiré, certains le connaissent, le père Serac. Il a passé sa vie avec les damnés de la terre en Inde et il avait cette belle philosophie, ce qui n'est pas donné est perdu. Merci. Merci. Alors, nous allons rester dans la pratique. Nous avons abordé quelques exemples concrets, des exemples concrets pratiques. Vous en avez, je crois, aussi beaucoup dans votre centre d'éthique clinique à Cochin. Cette fois, j'y suis quand même arrivé. Donc, justement, alors, par rapport à cette notion de don, de non-don, comment est-ce que vous prenez vos décisions? Quelle est votre réflexion? Et sur quoi est-ce que ça peut déboucher par rapport à tous ces questionnements? Mais je vous laisse faire votre... Merci infiniment. Et merci aussi aux organisateurs. Vraiment, c'est toujours un grand plaisir d'être ici. Et ces regards croisés sur une question unique est absolument toujours pleine de renouveau pour la pensée. On a toujours tendance à considérer qu'on a raison de son point de vue à soi et avoir comme ça un éclairage historique, philosophique, juridique. C'est extrêmement intéressant. Donc moi, je vais parler de là où je suis et... effectivement, au centre d'éthique clinique, à l'hôpital Cochin, nous sommes souvent sollicités par des gens qui sont au premier chef concernés. Donc, je vais essayer de vous traduire ce que nous entendons, ce que j'entends moi sur le terrain, sur quelques-unes de ces questions et de ces affaires et de ces situations cliniques particulières. Donc, pas selon un point de vue théorique, mais vraiment en pratique. Il n'est pas question de penser que ce que disent et ce que vivent les gens au quotidien fait parole d'évangile. Mais il me semble que c'est un élément important qui permet de réfléchir à savoir comment on veut le prendre en considération dans le débat public. Souvent, on parle de ces affaires-là sur la question de savoir si le corps ou les éléments du corps humain vous appartiennent, de loin, sans en avoir besoin vraiment soi-même, sans en avoir jamais eu besoin, ni soi, ni les gens qui vous sont proches. Les choses deviennent souvent assez différentes et on raisonne plus tout à fait de la même façon quand il s'agit de soi, quand on a besoin d'un organe pour soi ou pour un de ses enfants, ou quand on a besoin de l'aide de quelqu'un pour accéder à la procréation, par exemple. Et de ce point de vue-là, il me semble que ce que les gens vivent à ce moment-là est particulièrement intéressant à entendre et souvent fait exploser beaucoup d'idées reçues ou beaucoup d'idées toutes faites que nous avions de loin en pensant, oh là là, on va vers des dérives si on va vers telle ou telle direction. Donc c'est comme ça que nous entendons ce qui nous arrive au quotidien et nous avons eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de rencontrer à la fois des femmes qui voulaient effectivement porter un enfant pour autrui, à la fois des gens qui voulaient donner un morceau de leur organe pour sauver quelqu'un de proche, alors que la médecine disait il y a très peu de chances que je sauve cette personne, même si vous lui donnez un morceau de votre foie, il est si mal parti qu'il y a très peu de chances que je le sauve. Nous avons aussi reçu encore il n'y a pas si longtemps une femme qui souhaite récupérer le sperme congelé de son mari qui est mort il y a quelques semaines, alors que c'est interdit par la loi. Et nous recevons extrêmement régulièrement aussi des couples homosexuels
qui cherchent à accéder à l'assistance médicale à la procréation et se demandent comment faire et avec quelle gamète le faire. Donc, la tendance, très schématiquement, qui se dégage aujourd'hui du terrain me semble assez différente de celle qu'on lui accorde généralement de loin. Et elle me paraît assez subtile. Et c'est ça que je voudrais vous faire partager. Pas du tout manichéenne et tranchée, et sous-pesée au poids de la réflexion individuelle et de ce que ça va leur faire à eux pour vivre après. Et finalement, comme souvent, l'opinion publique, elle n'est pas si idiote que cela, et elle trouve une voie de crête qui n'est pas inintéressante, me semble-t-il. Je la résumerai assez globalement de la façon suivante. Les gens disent, la vie, la mort, le sexe, notre corps, ça nous appartient. Et c'est pas rien. Et si vous regardez un peu ce qui se passe au plan législatif, on est loin de compte. Et c'est ça que revendiquent les gens, et les gens qui sont les premiers concernés au quotidien sur le terrain. La vie, faire des enfants quand je veux, avec qui je veux, de la façon que je veux, et personne n'a le droit de réfléchir à cela avec moi. C'est quelque chose qui m'appartient. J'ai une responsabilité d'arriver à mes fins là-dessus parce que c'est quelque chose qui va me permettre de m'accomplir. Et la société ne devrait rien avoir à y dire. La mort, pareil. La mort, c'est quelque chose sur lequel je dénie à quiconque d'autre que moi de prendre des décisions s'il y a des décisions à prendre. Soit je considère qu'il n'y a pas de décision à prendre et je m'en remets à Dieu, soit je considère qu'il y a des décisions à prendre et elles m'appartiennent beaucoup plus qu'aux autres et à la société ou à ses représentants comme la médecine par exemple. Sur le corps, pareil. Mon corps m'appartient et les éléments du corps humain m'appartiennent. En revanche, il reste un consensus social extrêmement fort, une valeur extrêmement solide, deux valeurs extrêmement solides dans la société française, c'est la non-marchandisation des éléments du corps humain et l'égalité d'accès aux soins. C'est quelque chose qui est un espèce de ciment collectif sur ces affaires-là qui est extrêmement puissant. Non-marchandisation, notamment de toutes les conditions dans lesquelles on accède à la parenté, c'est-à-dire non-marchandisation de l'enfant, de quelque façon que ce soit. Et égalité d'accès, c'est-à-dire si les autres ont accès, je dois avoir accès moi aussi. Et je trouve ça immoral, disent-ils, que la société m'interdise d'avoir accès pour des conditions de sexualité ou pour des conditions d'âge ou pour des conditions de je ne sais quoi. Voilà en gros ce que nous entendons, nous, sur ces affaires-là. Deux exemples pour être plus concrètes. Vous m'avez sollicité effectivement sur la gestation pour autrui. Moi, j'aime bien le terme de maternité pour autrui, et donc je l'utilise sans phare. Les femmes que nous avons rencontrées, françaises, qui se proposent ou qui ont déjà porté pour autrui, parce que vous savez bien que même si les choses sont illégales, elles existent, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent « je ne veux pas être payée ». Il n'en est pas question. Ce que je veux, c'est être prise en charge par la sécurité sociale, comme toute femme enceinte, tout le long de ma grossesse, et y compris si je dois avoir des complications, et que je dois être arrêtée, et que je dois avoir des indemnités journalières, etc. Mais pas d'argent. Et ce qui m'intéresse, c'est au contraire que les choses soient transparentes avec le couple pour lequel je vais faire ça. Et que je sois d'une certaine façon convaincue par ce couple-là. Et que je le fasse pour une raison altruiste. Ce sont des femmes qui sont souvent des grandes altruistes, c'est-à-dire c'est leur façon à elles d'exister socialement. Ce sont souvent des femmes qui sont éventuellement en déficit de reconnaissance sociale ou professionnelle, qui n'ont pas forcément des métiers extrêmement suivis et qui sont souvent dans une certaine précarité professionnelle et qui ont l'impression qu'elles ont un rôle social à jouer et que ça va être utile à la communauté. Et donc, elles ont besoin de cette reconnaissance sociale et que finalement, ce soit un plus en matière de santé publique, de dire j'aide des gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants tout seuls et je veux être reconnue comme telle. Ce que je veux, c'est de la reconnaissance, pas d'argent, et de la relation, c'est-à-dire savoir ce que va devenir cet enfant-là, non pas me mêler de son éducation, non pas être un troisième parent,
mais être sûr qu'il va être élevé dans des conditions où il sera heureux et il aura toutes les chances, autant qu'un autre, de s'épanouir. Par contre, tous ces gens disent pas de gestation pour autrui à l'autre bout du monde, avec des femmes développées, dans des pays sous-développés, et qui font ça pour de l'argent. Et ça, une sanction financière totalement dissuasive, extrêmement élevée, pour éviter cela, cette marchandisation. Est-ce que finalement c'est si difficile à organiser au plan collectif? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas taxer considérablement fort les gens qui vont avoir recours à une mère porteuse à l'autre bout de la planète, avec cette idée que plus elle sera loin, moins elle les encombrera au quotidien, les parents, et moins elle les encombrera dans la vie de l'enfant après? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça de façon extrêmement dissuasive pour éviter cela, et au contraire essayer d'organiser les choses à proximité, de façon agréable et fortement altruiste pour tout le monde? C'est une possibilité, en tout cas, on devrait y réfléchir. Deuxième exemple, le débat actuel sur l'autoconservation des ovocytes. Plusieurs d'entre vous en ont parlé, dont Frédéric. On propose, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, il vient de sortir dans le débat public la possibilité pour les femmes d'autoconserver leurs ovocytes. On se dit, est-ce que ça ne serait pas un bénéfice à leur proposer pour qu'elles puissent les utiliser quand elles veulent, etc. Eh bien, sur cette histoire-là, nous sommes en train de monter un projet de recherche, donc je ne peux pas vous donner les résultats encore, parce qu'il est en train de démarrer, pour interroger les jeunes femmes, pour savoir ce qu'elles pensent de ça, et quels intérêts, quels désavantages elles y verraient. Mais l'hypothèse est la suivante. Elle est que probablement, c'est très difficile d'interdire l'autoconservation pour soi-même, comme le dit très justement Frédéric. Au nom de quoi? Et ça va être très difficile d'interdire. En revanche, regardez si on met les choses en perspective. On leur dit, voilà, regardez en termes de justice et d'égalité d'accès aux soins, ce que ça suppose. Si on conserve les ovocytes des femmes, il faut les conserver à 25 ans parce que c'est à cet âge-là qu'ils sont le plus efficaces. Et donc, il ne faut pas attendre 35 ans, il faut le faire à 25 ans pour que les femmes puissent les utiliser après, au moment où elles pourront avoir le plus de chances avec ces ovocytes d'avoir des enfants. Donc si vous conservez, en plus de ça, il faut le faire pour tout le monde. Il ne faut pas le faire uniquement pour les gens qui y pensent, et puis pas pour toutes les autres qui ne seraient pas enseignés là-dessus, et il ne faut pas le faire uniquement pour les gens qui peuvent payer. Hein, parce que je vous rappelle que ça, la médecine à deux vitesses, il y a un consensus social qui reste extrêmement fort en France contre la médecine à deux vitesses. Donc il faut le proposer à toutes les femmes de plus de 25 ans en France. Vous voyez que ça fait quand même un paquet de monde. Et en plus de ça, il faut conserver jusqu'à la fin de la vie possible maternelle. Or aujourd'hui, les gynécologues, grâce à leur progrès, nous font des grossesses de moins en moins risquées de plus en plus tard. Donc ça fait 25 ans de conservation, de 25 à 50 ans, pour toutes les femmes de France. Catherine Poirot, qui est là et qui fait de la conservation de gamètes, sourit. Je peux vous dire que ça suppose un certain nombre de congélateurs et un certain nombre d'organisations pratiques pour qu'on ne confonde pas le tube de l'une avec le tube de l'autre, etc. Donc une organisation administrative derrière phénoménale. Et puis je vous rappelle que si on le fait pour les femmes, il n'y a pas de raison de ne pas le faire pour les hommes, parce qu'aujourd'hui, la fertilité masculine et le sperme des hommes diminuent en qualité avec l'âge. Et que les gens vont nous dire, c'est inégalitaire, pas d'inégalité d'accès aux soins. Donc il faut le faire également pour tous les hommes à partir de 25 ans. Et là, comme vous le savez, ils peuvent utiliser leur gamètes beaucoup plus tard, donc il faut les conserver jusqu'à quel âge, Israël? Jusqu'à 80 ans? 60. 60, ça c'est à Strasbourg, mais c'est à Strasbourg, mais je peux vous dire qu'à Paris, c'est beaucoup plus que ça. Donc, voilà. Essayez de vous représenter un peu l'argent que ça va coûter à la collectivité, que de conserver tout cela, plus si on veut toutes les cellules de sang de cordon de tous les enfants qui naissent, parce qu'on va nous dire si vous conservez les gamètes, pourquoi pas le sang de cordon, et à ce moment-là, il faut le faire pour tout le monde et payé par la sécurité sociale. Vous connaissez à peu près l'état de la sécurité sociale sur le plan financier aujourd'hui. Si nous payons ça sur les deniers publics, je pense que ça aura des conséquences sur d'autres techniques médicales qu'on met à la disposition des gens aujourd'hui. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, il n'y ait pas d'inégalité d'accès aux soins déjà liée
à un manque de financement de la sécurité sociale sur des pathologies beaucoup plus immédiates à prendre en considération que de conserver la fertilité de tout le peuple de France pendant 50 ans à venir. Ça, ce sont des arguments sur lesquels les gens sont très sensibles. Et si vous leur dites ça, probablement que très vite, l'autoconservation pour soi-même, les gens vont considérer que c'est assez superfétatoire, et ça permet de remettre peut-être un peu de bon sens dans les nouveautés éthiques qui sont mises en débat très régulièrement sur la place publique. Merci. Merci beaucoup pour ces exemples et pour ces perspectives extrêmement concrètes. Alors, ça va être complété par ce que va nous dire Philippe Pedro. Comment, Philippe Pedro, vous qui êtes juriste aussi, comment concilier la pratique et le droit, le souhaitable, le nécessaire, l'utile, jusqu'où doit effectivement aller le droit ou ne pas aller le droit. Donc, vous avez la parole par rapport à ça. Trouver un troisième micro. Oui. D'abord, en étant prudent, en étant modeste, en essayant, parce qu'il y a une certaine arrogance du droit et qu'une loi, un jugement, un texte, c'est pas seulement ça, le droit, c'est parfois presque un rituel. Le procès, c'est un rituel. Et dans d'autres sociétés, il y a d'autres rituels que le rituel juridique. Ça peut être une excellente chose parce que ça peut cristalliser une décision, parce que l'éthique et le politique, c'est toujours en débat, ça n'aboutit pas forcément à une décision, alors que le droit doit trancher. Je rappelle que le symbole du droit, c'est la balance, évidemment, l'équilibre des intérêts, mais aussi le glaive. Et le glaive, ça peut faire mal. Ça peut, bien sûr, tuer. Et oui, le droit peut tuer, d'abord parce qu'il y a la peine de mort et qu'il existe encore la peine de mort dans bien des pays. Il existe la peine de mort. Et que le droit peut tuer aussi par des effets collatéraux. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte du contexte anthropologique, social, culturel, économique, et je parlerai de l'hégémonie, de l'économie, de la finance, de l'argent. Parce que le droit, le travail du juriste, par cet outil qu'est le droit, cet art, oui, c'est aussi un art, c'est pas seulement une science, enfin, souvent on s'éloigne des mathématiques, surtout en droit des personnes, où on est face à des passions, à des émotions, et pas seulement à la rationalité. L'homme n'est pas qu'un être rationnel. Eh bien, le droit, comme disait le grand sociologue Maurice Halbwachs, le juriste, c'est quelqu'un qui, par le droit, trace des lignes sur le sol. Et beaucoup de rituels, incas et autres, égyptiens, visent à tracer des lignes sur le sol, à délimiter les frontières et les limites. Le philosophe Kant a dit la limite circonscrit, crée un cercle, et la frontière ou la borne interdit. Le problème, c'est que dans nos sociétés mondialisées, globalisées, les frontières ont tendance à être de plus en plus poreuses. C'est pour ça que je suis un peu réservé sur le discours d'un premier sur les mères porteuses, qu'on appelle maintenant gestation pour autrui. Il y a des effets collatéraux peut-être derrière cela, parce qu'on est dans un monde où tout doit être immédiat, on doit répondre immédiatement à un mail, sinon on reçoit un autre mail, mais tu dors, que fais-tu? Et puis il faut tout de suite réagir, et le monde dans lequel on entre par les nouvelles technologies, ces merveilleux outils, est un monde ouvert, mais qui peut se refermer aussi par des réactions collatérales. Je pense aussi à des effets concernant des pays émergents qui ont d'autres cultures. J'ai enseigné en Afrique, ça a été terriblement déstabilisant pour moi, mais au bon sens du terme, parce que le droit est relié à une culture, mais nos cultures occidentales ne sont pas des cultures... J'étais au Pérou il y a quelques jours pour ma fille à Lima. La culture inca, elle était écrasée par la culture catholique. Et on a complètement éradiqué des temples incas. Et ça a des effets collatéraux 400 ans après, etc. Donc, n'oublions pas qu'on est dans un monde de plus en plus pluriculturel et que nous avons aussi des débats de riches, d'occidentaux. Comment voit-on les mères porteuses en Inde, etc., en Haïti, etc., de façon parfois très différente. Regardez comme les textes changent. Déjà, l'Inde envisage de créer des textes plus restrictifs. Regardez comme l'adoption n'est pas admise dans tous les pays. Regardez comme l'adoption se ferme aussi en raison de nos débats très occidentaux, très franco-français ou européens.
faisons attention à ça. On est dans un monde complexe, de plus en plus complexe, où la technoscience, une technologie complexifie beaucoup les choses, avec des merveilles évidemment, je ne suis pas technophobe, mais un monde qui se pluralise. Alors j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je rappellerai que le droit, c'est d'abord un art et une science du langage. Finalement, le droit, dans le droit des personnes, vise à instituer la vie, instituere vitam, disaient les Romains, et accepter la mort aussi. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord, il y a toujours eu un intérêt pour la mort, et de plus en plus, on parle beaucoup de la mort et de la fin de vie. Il y a des textes sur les sépultures, c'est une vision laïque des sépultures en France. Il y a des textes sur les cendres, il y a des jugements sur... il y a des arrêts, la War Body, dont je parlerai, sur les corps plastinés exposés, ces dispositions ont été interdites par la Cour de cassation, non pas sur un problème de traçabilité des corps qui venaient peut-être de Chine, mais pour un problème de respect, on y reviendra, le terme d'ailleurs dans le Code civil maintenant, le respect. Donc, dans la tradition occidentale, le droit est central. Instituer la vie, c'est créer des lois civiles, pénales, administratives, aussi de la déontologie, qui délimitent un espace habitable, au sens le plus philosophique du terme. On a un corps, on habite un corps également, on est un corps, et ce corps a aussi une fonction symbolique. On oublie très souvent la symbolisation de notre droit. Dans un dictionnaire des risques, il y a un mot qui s'intitule, un nouveau risque, la désymbolisation du monde. Et moi, je peux vous dire qu'en Afrique, en Asie, ailleurs, on a une autre fonction symbolique. Alors n'oublions pas cela, parce qu'on croit qu'on peut tout rationaliser parfois par le consentement, la volonté. Mais nous, juristes, on sait très bien que le consentement et la volonté, ça ne se confond pas forcément, parce qu'il existe aussi une vulnérabilité. Donc je crois qu'il faut, pas être trop long, repenser l'interprétation de la règle de droit. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que c'est un art des mots. Mais pensons à des mots comme volonté, consentement, droit de propriété. Simplement un exemple, le droit de propriété. On veut s'approprier les éléments du corps, les produits du corps, le corps dans son entier. La propriété, au sens commun, c'est, puisque les juristes classifient le droit de plus en plus, depuis, en utilisant la summa divisio, la division des personnes des choses, le droit de propriété a 3 attributs. L'usus, le fructus et l'abusus. Le droit d'user, le droit d'en jouir de la chose, d'en profiter, et puis le droit de détruire la chose. Et est-ce que le droit de détruire, regardez pour le droit de l'environnement, pour la planète, est admissible? Non. Et pour le corps humain, j'ose dire qu'au sens laïque du terme, évidemment, le corps humain est une chose sacrée. Au sens laïque, je dis bien. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi pour partie un bien commun. Et oui, en tout cas, il y a à réfléchir sur les biens publics, les biens communs, dans un monde limité. Il y a plusieurs siècles, quand les conquistadors allaient au Brésil, en Pérou ou ailleurs, on croyait que le monde devenait illimité. C'est faux. Notre planète est en danger, et notre rapport au monde est en danger. Je terminerai, pas trop long, en disant que le droit, c'est l'art des limites et des frontières. Dans un monde qui s'ouvre, où des frontières ont tendance à être pulvérisées, j'ai pu discuter par Skype avec ma fille, c'est formidable. Mais en même temps, des frontières peuvent apparaître au sens culturel du terme, en raison de repli, parce qu'on ne s'aperçoit pas de l'arrogance qu'on a, nous, occidentaux. On s'en aperçoit quand on voyage, et il faut voyager, mais rester au moins 3 semaines dans un pays pour le comprendre, et si possible des mois et des années. Eh bien, attendons-nous à des secousses, parce que des frontières, malheureusement, peuvent se créer, en raison de notre hypertrophie du droit aussi. Il y a trop de droits de société, parce que le droit, il est là pour créer des limites, un espace habitable, qui peuvent se négocier, et puis créer du lien surtout. Or, dans des sociétés hyper-individualistes, il y a de moins en moins de liens. Vous savez, la pub, j'ai rencontré mon voisin, par Internet. On voit une jolie femme, j'ai rencontré mon voisin par Internet. Je trouve ça, cette pub, là, Facebook, passé par là, révélatrice de notre absence de lien. Voilà. Enfin, 3 dangers dans ces débats difficiles, l'ignorance, l'inertie et l'idéologie. L'ignorance, on croit que c'est comme ça, mais non, il y a une histoire de nos institutions, etc. L'inertie, on croit que les frontières ne bougent pas, que la distinction chose-personne ne peut pas bouger, que nos catégories juridiques ne peuvent pas bouger. Non, c'est faux, elles bougent, elles sont très bousculées par la mondialisation, la globalisation, par les nouvelles technologies, etc., par le marché total, comme dit Alain Suppiot. Et puis l'idéologie. Souvent, on a un discours idéologique caché. Voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup. Je vous ai senti tous très, très attentifs, très, très concentrés par rapport à la richesse de ces différents points de vue et de ces différents exposés. Donc j'en déduis qu'il y a certainement beaucoup de questions dans la salle. Et donc on va prendre les questions. Madame, j'arrive. Sachant que... J'arrive, hein. Voilà, alors il y a déjà une première question, donc allez-y.
J'arrive. Bonjour à tous. Bonjour madame, je m'adresse plus particulièrement à la philosophe. Je voulais revenir sur ce que vous aviez dit en début de conférence. Il y a 3 cas de figure. Il y a les États prohibitionnistes, comme le Maghreb, et les États réglementaristes, l'Allemagne, la Turquie par exemple. Et il y a la France qui se dit abolitionniste depuis le 2 décembre 1949, si mes sources sont fiables. Vous avez dit que la pénalisation de la prostitution faisait violence aux femmes. Enfin, dans certains cas. Je pense avoir entendu vos propos. Toutefois, il me semble que l'abolition du système prostitueur rend pleinement la dignité aux personnes, que ce soit des femmes ou des hommes ou des transgenres, car n'oublions pas que la prostitution masculine et transgenre a considérablement augmenté ces derniers temps. Elle vise, même si il y a une minorité de femmes ou de personnes qui disent faire le choix de la prostitution, 1%. Oui, j'essaie de raccourcir. Néanmoins, l'abolition viserait à protéger la plus grande partie des personnes. Il y aura un débat là-dessus demain. Madame, on vous laisse répondre en 2 mots et après on donne d'autres... Alors moi, je n'ai pas de réponse définitive sur ces questions, qui d'ailleurs ne sont pas de ma spécialité. Seulement, je crois qu'on peut, plutôt que de s'en tenir à des principes, fût-ce de grands principes, comme celui de la dignité de la femme, etc., ou des personnes, on peut aussi regarder les conséquences de certains discours. Et je crois, moi, que si on réfléchit à la prostitution et à la manière, enfin je crois qu'il y a une violence aussi, c'est ce que j'ai essayé de dire, qui est la manière dont certaines prostituées se font tabasser quand même, eh bien, est aussi liée au manque de reconnaissance et de protection, même médicale. Dans des pays comme la Belgique, la Hollande, malgré tout, l'État joue un rôle de régulation, les protège davantage. À Bastille, il y a tout un tas de jeunes filles qui ne parlent pas le français, qui viennent d'Asie, qui se prostituent, qui sont prostituées. Sans doute ne l'ont-elles pas choisi. Mais enfin, bon, l'État et celles et ceux qui, comme ça, ont le discours de l'abolition, eh bien, je trouve, jettent un voile très pudique sur cette réalité. Et que les clients, ce qu'il y a de violent dans la prostitution, c'est aussi qu'ils se permettent des choses sur les femmes qui se prostituent. Quand elle se prostitue. C'est pas parce qu'une femme se prostitue qu'elle doit être traitée n'importe comment, même quand elle fait cela, et même pour celles qui considèrent que c'est un métier. Attendez, je voudrais qu'on ne reste pas uniquement dans la prostitution, parce qu'il y a une conférence, 2 heures à ce sujet, qui sera consacrée demain. Quelqu'un va poser Oui, j'avais une question pour madame au sujet des mères porteuses. Vous disiez il faudrait sanctionner davantage, si j'ai bien compris, les femmes qui souhaitent être mamans et qui vont chercher loin, ailleurs qu'en France. Alors, est-ce que nous, en France, on a suffisamment d'offres pour répondre à cette demande ? Et pour l'instant, c'est illégal et interdit. Et donc, la question, c'est est-ce que cette interdiction ne pousse pas à la marchandisation ailleurs et éventuellement à l'exploitation de femmes ailleurs? Et est-ce qu'on ne devrait pas, au contraire, essayer d'organiser ça de façon encadrée et proche et conforme aux valeurs importantes pour la société à un moment donné ici, plutôt que d'interdire et que ça se fasse ailleurs? C'était ça l'hypothèse. Monsieur. Ensuite, ce sera à vous, monsieur. Oui, je voudrais poser une question qui s'adresse un petit peu à tout le monde. Si on prend l'histoire, on constate qu'il y a le catholicisme où l'homme, le temple de Dieu, doit respecter son corps, qui sera poursuivi par Kant. Si on prend les protestants, vous avez cité Locke, on pourrait citer Grotius ou d'autres, mon corps m'appartient et appartient à mon corps, mon honneur, mon nom, etc. Bon. Donc il y a 2 conceptions tout à fait différentes. Ces 2 conceptions vont évoluer
avec, vous en avez parlé, le libéralisme et l'ultralibéralisme, et au fond, ce qui compte, c'est le désir de l'individu. Et dans le catholicisme et dans la morale judéo-chrétienne, le désir de l'individu doit être contrôlé. Et ça conduit très loin. Le désir de l'individu, c'est la chose suivante. J'ai un désir d'enfant, mon époux ne peut pas en avoir, ou moi, peu importe, je veux choisir une mère porteuse. C'est autorisé aux États-Unis, c'est autorisé dans d'autres pays. Au nom de quoi me l'interdit-on? Vous avez parlé des mères porteuses qui souhaitent une reconnaissance sociale et qui soient payées par la sécurité sociale. Bon, franchement, si moi je devais chercher un enfant, je ne prendrais pas une femme qui désire une reconnaissance sociale. Ce qui pose un autre problème, c'est l'une des premières questions. Est-ce qu'avec l'autorisation des mères porteuses, gestation pour autrui, etc., est-ce qu'il n'y a pas un risque d'eugénisme latent qui peut se poser? Ça, c'est la première question. Deuxième question, avec le libéralisme qui l'emporte, avec le marché qui est en train de l'emporter, quel va être le rôle du juriste? Et vous avez évoqué la question, est-ce qu'il ne va pas être soumis totalement aux valeurs économiques? Alors qu'autrefois, le droit transposait des valeurs transcendantes, actuellement, il transpose des valeurs matérielles. Enfin, je pense qu'il y a bien d'autres risques de dérive eugénique que d'ouvrir la maternité pour autrui. Il me semble que c'est presque le risque le moindre, parce que si je peux me permettre, dans la maternité pour autrui, justement, les gènes ne sont pas donnés par la mère porteuse. Je vous rappelle qu'elle ne prête que son ventre, et que théoriquement, les gènes viennent des deux parents d'intention, ou éventuellement d'une donneuse supplémentaire, puisqu'on a toujours dit qu'on dissociait la mère porteuse et la donneuse d'ovocytes. Donc je ne vois pas vraiment le risque de dérive eugénique de ce point de vue-là. Et ce que disent les femmes qui se proposent pour cela, c'est pas du tout que... Je pense que c'est pas une capacité de diminution d'elles-mêmes que de dire qu'elles veulent être reconnues par l'État. Elles peuvent avoir envie d'être reconnues par l'État et reconnues sur le plan social, quel que soit leur niveau social d'origine. Ça ne me paraît pas être un critère de moindre niveau d'origine. Voilà, donc je pense vraiment qu'il n'y a pas de risque de ce point de vue-là. En tout cas, de dérive eugénique. Il y a plein d'autres risques. Le risque principal, c'est celui d'exploiter une femme qui ne veut pas le faire. Mais une fois de plus, comme le disait Corinne Pelluchon, si elle veut le faire, et si on est sûr qu'elle veut le faire, bon, après tout, pourquoi l'en défendre? Je n'en sais rien. Moi, ce que je vois, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, les gens sont soucieux de pouvoir disposer d'eux-mêmes de ce point de vue-là, et qu'en revanche, ce qu'ils attendent, c'est que l'État se gendarme sur la non-marchandisation et la non-commercialisation. Moi, je ne vois pas pourquoi le droit ne pourrait pas être une arme efficace contre le marché. Il me semble que c'est justement le rôle du droit et du politique que d'organiser une société dans laquelle le marché n'est pas une place considérable et de l'encadrer. Il me semble que ça serait un but intéressant pour nos juristes. Oui, juste, je dire un mot pour le deuxième aspect. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Véronique sur l'eugénisme. Quant au marché, je crois quand même que le succès de textes comme la Convention européenne des droits de l'homme ou la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est intégrée dans la Constitution, le succès de ces textes dans les contentieux actuels, nous à la Cour de cassation, on est tout le temps sollicités pour appliquer les droits fondamentaux de la Cour européenne des droits de l'homme, ça ne va pas vers la marchandisation. Alors moi, ce qui me fait plus peur, ce n'est pas le droit qui consacrerait la marchandisation, c'est le marché qui s'impose. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à propos, ou du moins ce que j'ai sous-entendu tout à l'heure à propos de l'autoconservation des ovocytes. L'autoconservation des ovocytes, ça va bien si c'est une vraie demande sociale qui est fondée sur la liberté individuelle, la vie qu'on veut mener. Bon, même si moi je suis pas emballée par ça, mais ça c'est un autre problème. En revanche, si c'est le marché qui vient imposer ça, là, il y a un vrai problème. Et le droit, je suis d'accord avec Véronique, il est plutôt là pour lutter contre ça. Même chose avec les tests génétiques sur lesquels nous travaillons, notamment avec Patrick Baudret au CCNE. Le problème des tests génétiques, c'est le marché. C'est-à-dire, c'est les gens qui, par Internet, mettent à disposition du public
des tests qui en général sont même des escroqueries parce qu'il faut croire aux gens qui vont avoir des informations qu'on est absolument incapable de leur donner. Et donc là, ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème de marché. Au contraire, le droit est là pour limiter ça. Oui, mais vous attendez trop du droit dans la courrier. Je voudrais bien aussi, comme vous, avoir cette image du droit. Mais malheureusement, le droit, c'est qu'un outil qui a beaucoup de faiblesses. Alors, je ne partage pas votre optimisme sur le droit, moi qui suis juriste. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il ne faut pas être naïf. L'argent a toujours été central. On a remplacé l'argent auparavant par les coquillages, le troc. On a construit des places comme celle de Kléber ou des places à Bruxelles sur le commerce de l'argent. Toute l'Europe s'est fondée là-dessus, à la fin du Moyen-Âge, Renaissance, etc. La mondialisation, il y en a eu à trois. La première mondialisation, c'est la Renaissance, hein. L'ouverture vers le Nouveau Monde, les Amériques, mais du Sud et du Nord. La deuxième mondialisation, c'est celle qui a créé aussi une nouvelle poche de pauvreté. C'est vrai qu'on a détruit aussi l'industrie textile en Inde. On s'est approprié des espaces en Afrique, on a tracé les frontières, au Cordeau, ailleurs. La troisième mondialisation, elle est totalement différente. C'est celle qu'on vit actuellement depuis 30 ans, avec des villes de 30 millions d'habitants, un monde du net qui s'offre à nous. C'est ça que je voudrais vous montrer, parce que tout paraît accessible. Et c'est là que je suis, non pas anti-Internet, anti-mondialisation, mais au contraire, ne soyons pas naïfs. Vous ouvrez sur Internet un espace, sur la toile apparaît, voilà, vous pouvez choisir votre enfant. Les caractéristiques, et puis si l'enfant est mal formé, alors dans le contrat, parce qu'on dit les États-Unis sont favorables, mais non, la Californie c'est pas les États-Unis. Et puis on dit il y a une majorité, mais non, il y a des pays qui ont légiféré, il y a des pays qui sont tolérants, qui ne légifèrent pas, et puis il y a des pays qui interdisent, et pour l'instant ils sont majoritaires par rapport aux pays qui ont admis. Et puis enfin, ne soyons pas trop naïfs, je voudrais juste un petit discours là-dessus sur la consentement et la volonté. On dit je peux me suicider, j'ai ma liberté, je peux faire travailler des enfants depuis du tiers-monde, je suis chef d'entreprise, après tout, les enfants, ils ont besoin de vivre, la famille, ça profite à la famille. Je peux m'enrichir en traversant les frontières. Et oui, mais je peux, ça aboutit aussi à une liberté hypertrophiée dans un monde hyper individualiste. Alors, bien sûr, dans la conception révolutionnaire, tous les hommes sont égaux en droit. Mais le consentement doit émaner des personnes, c'est vrai, libres. Le consentement ne doit pas être atteint par des vices de consentement, l'erreur de la violence. Mais le consentement doit être donné par une personne capable. Mais est-ce qu'on est totalement libre quand on est dans une très grande pauvreté, qu'on a moins de $2 par jour? La plupart, dans beaucoup de pays du monde, des familles entières vivent avec moins de $1 à $2 par jour. Quand une Ukrainienne dit « mais je n'ai pas de problème moral », oui, mais vous avez vu ce que rapporte une Ukrainienne contre les porteuses. J'ai terminé. Le règne de l'argent me fait peur. Oui, ça on l'a bien entendu aussi. Alors, il y a monsieur qui attend, il est là tout de suite. Je donne la parole à la salle encore. Merci. L'impression, moi, qui domine et qui surnage des différents apports, c'est une certaine gêne. La gêne, comment pourrais-je la qualifier ? La gêne de la fragmentation. Je n'irai pas ce que j'allais dire, du local, du localisme. Finalement, même si on essaye, chacun dans nos sociétés, d'y remédier par un pluralisme qui a été un manifeste aujourd'hui, il n'en reste quand même que c'est toujours très local. Et on a parlé, même si on fait appel à l'opinion publique, c'est quand même d'un localisme qui me gêne. Ma question c'est, y a-t-il des pistes déjà pour essayer de passer au niveau global ? Même dans la démocratie, mais la démocratie qui reste locale ne peut permettre de résoudre le question. Le passage au global. Corinne, puis après Véronique Fournier. Rapidement. Oui, alors peut-être qu'il y a des domaines, peut-être que les questions concernant la vie, les mœurs, ne peuvent peut-être pas être traitées de manière globale. Parce qu'il y a les traditions, les manières dont les gens vivent leur corps, et tout ce contexte un petit peu. Donc je crois qu'il ne peut pas y avoir de droit international sur les questions de vie, de mort, du vieux des corps. En revanche, là où ce serait intéressant, c'est par rapport à des questions qui malheureusement ne sont pas assez traitées sur, par exemple, l'environnement.
sur l'usage que nous faisons des ressources, sur le droit carrément des générations futures à ne pas être spoliées d'une qualité de vie suffisante. Et ça pose également des problèmes de justice. Donc je crois qu'on ne peut pas non plus rêver de solutions universelles sur des questions qui engagent chacun avec ses limites, mais aussi, ses limites, c'est aussi le lieu d'exercice de sa liberté, ses traditions, etc. Et je finirai juste en disant, et ça empiète un peu sur la question de tout à l'heure, c'est que selon moi, on peut considérer que c'est local, c'est localiste, mais bon, il y a un principe un peu simple, c'est que quand on crée dans nos sociétés du moins, un dommage à autrui, là peut-être le droit peut intervenir. Quand on crée un dommage, quand on se fait du mal, c'est un peu différent. Moi, je crois qu'il faut faire attention que les philosophes, ou les éthiciens, et surtout les politiques, ne fondent pas des décisions politiques sur des visions moralisatrices. Surtout qu'il y a des domaines où les interdits, ou du moins où il va falloir peut-être envisager des restrictions au style de vie afin de ne pas poser des problèmes de justice envers les générations futures, envers peut-être aussi les autres espèces. En tout cas, où là vraiment, il y a des questions qui engagent un traitement international et mondial. Voilà, donc moi je dirais qu'il y a peut-être une prudence, et puis aussi parce qu'on peut avoir confiance dans les individus, et moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Mme Fournier, sur le fait qu'il y a des personnes, on peut ne pas le comprendre, mais qui trouvent que, elles veulent ceci, cela, et pourquoi, pour qui sommes-nous pour dire, vous savez, cette femme-là, elle n'est pas vraiment libre. J'ai le droit à solliciter 2 minutes, pas plus, pour dire, moi je rêve, parce qu'un juriste doit être aussi un rêveur, un droit commun à l'humanité, sur les pistes d'Elmas Marty, d'Alain Suppiot, qui vient d'être professeur au Collège de France, parce qu'à travers des mots, puisque le droit c'est que les mots, on agencement de mots, le mot respect. Or, le marché total ne respecte rien. Tout est marchandisable. Et ça, encore une fois, je le dis, parce qu'on peut très bien dire non, les restes après la mort, ça doit être respecté. Et après tout, tous les pays du monde accepte cet invariant, me semble-t-il, avec des déclinaisons évidemment selon les coutumes, les cultures, les lois, etc., ou des rituels. Mais on vit, on meurt, il y a quand même des invariants. Donc cette notion de respect permet peut-être de créer un autre droit des personnes et des choses. Monsieur Rénier, vous vouliez... C'est monsieur, et ensuite Patrick Gaudret, et puis madame aussi qui attend. Non, monsieur. Bon, moi, je risque de dire 2 choses assez choquantes, en tout cas assez brutales. Mais pas brutales parce que j'ai moi-même été choqué à 2 reprises. La première reprise à propos de ces femmes qui font le tapin à la Bastille et qui sont tabassées. Et par qui se font-elles tabasser? Elles ne se font pas tabasser par leurs malheureux clients, qui sont de pauvres types. Elles se font pas tabasser par leurs macros. Et les macros, c'est qui en l'occurrence? C'est des gens suffisamment proches du pouvoir. On en a un exemple tout récent, pour qu'il soit tout à fait inattaquable. Ah mais oui, non, mais je suis désolé, mais je connais trop bien les milieux, enfin bon, je ne vais pas avoir raconté ma vie, les milieux de la prostitution pour savoir comment ça fonctionne. Ce n'est pas les clients qui tabassent les filles, c'est les macros. Et les macros sont tout de même assez proches de certains milieux très puissants. Première chose, vous pouvez répondre comme vous voulez là-dessus, c'est mon expérience. La seconde expérience, quand vous faites le parallèle entre la femme qui loue son ventre et la puissance de travail qu'un ouvrier loue. Je trouve la comparaison indécente. Pourquoi? Parce que un ventre, c'est pas simplement une cornemuse ou simplement une cornue. Bon, les 2 choses sont assez proches, la cornue et la cornemuse. Bon, dans la cornue, il se trouve qu'elle est suffisamment vivante, suffisamment symbiotique, pour que la mère, au bout de 3 à 4 mois, éprouve que quelque chose est en train de commencer de vivre dans son intérieur. Et au bout de 4 à 5 mois, ah oui, non, mais pardon, c'est pas tout à fait la même chose que le maghrébin dans la rue qui va se faire démolir les bras par le marteau-piqueur qu'il est en train de manier. C'est même tout à fait à l'opposé. Et au bout de 4 à 5 mois, l'enfant, le nourrisson qui est dans son ventre, et pas dans sa cornue, ni dans sa cornemuse, va apprendre à parler et va apprendre à reconnaître les sons à travers la voix de sa mère. La voix de sa mère, c'est pas la voix d'un ventre, la voix de sa mère. Et ce qui se passe à travers tous les bruits qu'il entend à travers la peau du ventre qui l'héberge provisoirement et qui fait un petit peu plus que l'héberger. Voilà les 2 choses qui m'ont profondément choqué. J'ajouterai un 3e point, ça fait 4 jours que j'assiste à ces débats que je trouve remarquables par leur ampleur et leur réflexion. À la lumière de ce qu'a dit M. Philippe Pedro, je regrette
que vous n'ayez pas invité un représentant de l'islam qui eût parlé, qui aurait eu le courage de parler au nom de l'islam et pas de parler en son titre personnel au nom d'une église qui semble décidément uniquement là pour être la victime de tous les gens qui en sont apparemment les victimes à travers les siècles. Pour l'islam, en fait, on a l'habitude d'inviter les 5 religions même, hein. Mais en fait, ils ne pouvaient pas venir. Voilà, tout simplement. Ah oui, pardon. Là, maintenant, tout le monde veut répondre. Très bien. Oui, bah, en fait, oui, j'aurais voulu réagir plutôt à la discussion que nous avons menée auparavant. En fait, ce que je trouve étonnant et très contradictoire à nous, c'est que nous assistons en France à quand même une montée d'une logique libérale et de l'autonomie, de la maîtrise totale, etc., qui est effectivement plutôt traditionnellement provenante des pays anglo-saxons, voilà, protestants, et d'une philosophie plutôt aussi utilitariste. Et par contre, on n'accepte pas le côté libéral, on diabolise le privé, on veut une protection de l'État et on veut materner l'État pour son désir individuel, ce que je trouve profondément étonnant, contradictoire et assez nouveau. Disons, pas nouveau ici, mais c'est pas du tout pareil dans d'autres pays. Je ne sais pas si nous nous en rendons assez compte. Nous voulons pour chaque désir individuel que l'État se plie, que le législateur fasse une loi et qu'on soit protégé pour cela. Et ensuite, évidemment, que la sécurité sociale paye. Moi, je trouve ça très choquant. Alors, Véronique Fournier et puis Madame Cotte aussi. Ah pardon, Corinne, excuse-moi, vas-y. Oui, je voulais juste répondre à la réflexion de monsieur. Alors, je ne suis pas idiote au point de comparer quand même le travail je ne sais pas, un travail difficile physiquement et le fait de porter un enfant pour une autre. Je veux dire que vu d'ici, nous, de France, nous pouvons considérer que les femmes qui font ça pour de l'argent, pour par exemple des futurs parents américains, des stars d'ailleurs certains, eh bien, on peut considérer que c'est mal. Mais d'une certaine manière, si nous étions démunis, sans argent, loin, est-ce que certaines d'entre nous ne choisiraient pas plutôt cela que autre chose? Je veux dire, voilà, je simplement posais cette question. Je n'ai pas dit que c'était la même chose. Et je crois que vraiment, il ne faut pas... Alors après, peut-être que je crois que l'argumentation d'un Fournier est tout à fait intéressante, c'est parce que dans notre pays, la question de l'égalité d'accès et la question de ne pas marchandiser le corps humain et l'enfant est une question importante. Donc par une lecture un peu immanente du droit et de la morale, on peut envisager effectivement d'interdire les pratiques où il y aurait un paiement, un échange de services, de ça contre de l'argent. Mais je crois que c'est une limite qui est très liée à notre culture, parce que vous allez aux États-Unis, c'est très différent. Vous rencontrez des couples homosexuels où ils ont eu affaire à une mère porteuse. Je n'ai pas dit que moi je trouvais ça génial, hein. Mais il faut distinguer sa propre opinion de ce qui est généralisable au niveau du droit et du rôle de la loi. Eh bien, vous les voyez, et ça ne pose pas l'enfant lui-même, qui a 15 ans, parce que ça existe depuis un certain nombre d'années, eh bien, n'est pas forcément perturbé, il sait les choses, et la femme qui a eu ça, eh bien, elle a pu élever ses enfants, etc. Donc, nous sommes évidemment, nous mangeons tous les jours, mais il y a des personnes qui ne mangent pas tous les jours, et donc ça peut être une solution. Je sais que c'est pas moral, mais ça existe, il y a aussi autre chose. Pour dire que le désir n'est pas créateur de droit. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas que rationnel, il y a du conscient et de l'inconscient. Soyons conscients des répercussions inconscientes aussi de ce désir. Le droit tient compte des désirs. Oui, sur cette... j'aimerais bien répondre aussi à mon amie Laura. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y a que deux modèles qui s'opposent de façon extrêmement claire, précise et manichéenne. Le modèle libéral d'un côté et le modèle collectif et solidaire de l'autre. Il me semble, pour justement avoir passé un an aux États-Unis à me former sur ces affaires de bioéthique, que nous venons de cultures assez opposées. Nous avons une culture ici qui est extrêmement collective et solidaire,
et où l'individu jusqu'à présent a eu assez peu de place, et très souvent il a été quand même soumis à la volonté collective. Outre-Atlantique, c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'eux sont en train de faire le chemin vers un peu plus de collectif, et nous, je me demande si c'est pas une bonne chose pour la reconstruction de la société que de donner un tout petit peu de place à l'individu et à ce qui compte pour lui. Il me semble qu'il y a des troisièmes modèles et des nouvelles voies à inventer. Et cette troisième voie pourrait être justement de dire il y a des choses qui relèvent du privé, de l'individu, la vie, la mort, la façon de faire des enfants, sa sexualité, etc. Bon, et des choses qui relèvent peut-être encore de la collectivité. C'est ce chemin-là que les gens cherchent et sur lesquels ils ne sont pas complètement, me semble-t-il, insensés. La deuxième chose, c'est que peut-être que le droit, je lui accorde trop d'importance, mais il me semble que justement c'est l'outil principal de l'organisation de la vie publique et de la culture par opposition aux instincts primitifs, individualistes et peut-être marchands de l'homme. Eh bien, utilisons-les et utilisons-le le plus intelligemment possible en poussant la logique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme instrument collectif pour organiser le vivre ensemble et effectivement essayer de limiter les dégâts de l'individualisme à tout craint? Celui-là, utilisons-le. Il me semble qu'on peut tout à fait l'utiliser plus encore qu'on ne le fait aujourd'hui. Je propose aux membres de la table ronde d'écouter les 3 dernières questions les unes à la suite des autres pour y répondre peut-être en guise de conclusion pour chacun. Madame. Monsieur Philippe Pedro, je vous ai entendu parler de la notion sacrée, laïque du corps. Mais cette notion sacrée, laïque du corps existe-t-elle dans notre société ou est-elle seulement accessible à la génération actuelle? Car il me semble qu'elle entraînerait le respect de son corps et le respect du corps de l'autre et pourrait peut-être résoudre bien des choses. Bonjour, Daniel Welch, j'étais ingénieure et après la naissance de mes enfants, j'ai arrêté de travailler et je me suis reconvertie en psychologie. Donc je peux vous dire que la naissance d'un enfant bouleverse la vie d'une femme. Donc la question que j'ai envie de poser par rapport à la gestation pour autrui, c'est premièrement, Madame la philosophe, vous avez parlé du travail de la femme. La notion de sujet qu'on a en psychologie, non pas d'objet, par rapport au bébé à naître, n'est pas du tout intervenue. Ça, c'est une première question. Et deuxièmement, par rapport à ce qui se fait actuellement, les expériences qu'on a déjà en gestation pour autrui, avec le recul qu'on a, est-ce que les femmes qui ont voulu porter un enfant pour quelqu'un d'autre ne sont pas revenues sur leur décision après, voulant garder l'enfant pour elles? Très bien. Finalement, Madame renonce à poser sa question, donc on peut passer directement aux réponses. Sur le renoncement de femmes, il y a eu un cas décrit en Hollande où une femme a renoncé, puis a vendu l'enfant plus cher à des gens plus offrants. Et c'est le seul cas documenté, connu, de renoncement. Et en Angleterre, où il y a un recul de 20 ans sur cette question, ni on a pu démontrer qu'il y avait des soucis psychologiques chez les femmes qui sont recrutées par des associations et qui font le tri entre elles de qui peut porter, ni chez les enfants. On a de très nombreuses publications, parce que ça fait 20 ans que ça existe en Angleterre. Je souhaite dire... Alors, sur les mères porteuses, je suis pareil que Corinne Pelluchon. Je ne suis pas en train de vous dire si je suis pour ou contre la maternité pour autrui ou des choses comme ça. Je vous dis ce que les gens, ce que nous entendons nous au quotidien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que moi, ce que j'entends sur ces questions-là, c'est que ça ne peut se passer bien, si ça peut se passer bien, que à proximité, dans la relation, dans l'ouverture et dans la non-marchandisation. Et je ne suis pas sûre que ce soit des conditions qui soient faisables. C'est-à-dire, je ne suis pas sûre que ce soit facile pour un couple d'imaginer avoir un enfant qui soit porté par une autre alors que cette autre est proche, et en plus de ça, que cette autre, on ne pourra pas la dédommager. Je pense que ce n'est pas facile à vivre. Et donc, je ne suis pas sûre que les conditions qui permettent ce résultat-là soient en fait des conditions faisables. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que si la collectivité disait nous organisons ça avec ces conditions-là et nous garantissons ces conditions,
eh bien je pense que ça limiterait beaucoup de cas, parce qu'il y aurait peu de cas qui pourraient satisfaire ces conditions-là. D'autre part, ce que je pense aussi, c'est que les femmes que nous avons rencontrées, nous, qui ont porté des enfants, il y a plusieurs années cela, ne sont pas revenues sur la générosité qui les a conduites à cela, elles ne l'ont pas regretté. Nous avons rencontré aussi des enfants nés de mères porteuses de plusieurs années d'âge qui également ont des choses intéressantes à dire. Et il me paraît que tout ça mérite d'être entendu et non pas d'être complètement passé sous silence. Regardez les Belges, ils sont à 3 minutes de chez nous, ils organisent ça de façon comme de la dentelle. Ils reçoivent tout le monde, ils regardent comment ça se passe, ils vérifient la qualité de la relation entre les uns et les autres, ils vérifient la qualité des motivations, ils suivent les choses avant, pendant et après. Nous avons une position de principe, nous disons jamais. Voilà. Moi je dis que peut-être on peut y regarder d'un peu près et être un tout petit peu plus ouvert. Il est temps, un mot de conclusion sur le même sujet. Alors, un mot de conclusion, moi je veux pas revenir sur les mères porteuses, je veux simplement vous indiquer que le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis récent sur ce sujet, qui est un avis qui est assez nuancé, très documenté, et que vous pouvez consulter sur le site internet, comité-éthique, c'est ça enfin, CCNE, enfin vous faites CCNE sur Google, et vous trouverez ça. Bon. Et juste un mot pour conclure sur le droit et le désir. Moi, je n'aime pas les discours stéréotypés et j'aime pas le manichéisme. Et donc, je suis à la fois choquée par le discours qui consiste à dire que tout désir devrait être immédiatement consacré par le droit, mais à l'inverse, l'idée que dès que quelque chose est un désir, ça deviendrait illégitime. Et je pense qu'il y a des désirs qui sont parfaitement légitimes, même si quelquefois ils sont tout à fait superficiels, comme le désir d'être bien coiffé, bien habillé pour une femme, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime. Et puis le droit, il est là pour dire quels sont parmi ces désirs ceux qui sont légitimes et ceux qui ne le sont pas. Et puis même une fois qu'on a décidé ce qui doit être interdit et autorisé, de savoir ce qui relève de la solidarité nationale et de la prise en charge par la société et ce qui relève de la liberté individuelle. C'est ma conclusion. Denis Le Dégard aussi, un autre conclusion. En écoutant les uns et les autres, la question fondamentale que je me pose quand même, qu'est-ce que l'homme? En écoutant les uns et les autres, j'ai quelquefois l'impression que le but de l'homme aujourd'hui, c'est d'augmenter le produit national brut. Permettez-moi de croire que l'homme reste un être de désir et que vraiment ce désir l'oriente vers une recherche de sens. À écouter les uns et les autres, j'ai quelquefois l'impression l'être humain, l'homme, c'est un magma de cellules. Quand ça disjoncte un peu, j'enlève, je greffe quelque chose d'autre. Laissez-moi encore la naïveté de croire qu'il y a autre chose dans l'être humain et que ça reste un être de recherche, de désir et de sens. Oui, un mot. Moi, je reviendrai, je serai un peu répétitif, mais sur l'idée que peut-être on peut distinguer malgré tout la morale et le droit et tenter quand même de ne pas introduire de vision trop moralisatrice de la vie quand il s'agit de légiférer, ce qui ne veut pas dire que le consentement ou le désir soient les seuls critères, surtout quand nos actions créent des dommages aux autres, les autres étant élargis aux autres hommes, aux enfants à venir, aux générations futures et aux autres espèces et à la nature. Voilà. Oui, ne tombons pas dans le manichéisme, je crois que c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, mais ne soyons pas naïfs, gardons un équilibre à travers la réflexion sur le mot institution. Le mot passe par la notion d'institution, le mot du droit, le plus important c'est ça. Instituere, ça veut dire mettre debout. Donc qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui nous met debout? Qu'est-ce qui crée une altérité dans un monde de plus en plus complexe? Voilà, enfin, pour terminer sur la question du corps sacré, c'est dans le corps après la mort qu'on voit cela très bien. Non seulement parce qu'il y a un article 16 du Code civil qui dit « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. » L'arrêt Aouar-Bodi, j'en ai parlé. Simplement, il rappelle là aussi l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence. Arrêt de la Cour de cassation, récent. Et enfin, un dernier point,
le Conseil d'État, le choix du mode de sépulture peut faire l'objet de restrictions dans l'intérêt de l'ordre et de la santé publique. Donc ce n'est pas seulement un problème privé. Bien, merci beaucoup. Je remercie tous les conférenciers de la précision et de la richesse de leurs exposés et d'avoir absolument respecté le cadre, mais ce qui a permis de montrer justement l'ampleur des questions et l'ampleur des sujets. On aurait pu rester encore très longtemps. Merci beaucoup à la salle pour son écoute et merci pour ces questions et à bientôt. Merci beaucoup.